Notre invité aujourd'hui s'appelle François-Henri Benamias. Il a été PDG de la marque de luxe de montres Audemars Piguet. Ma mère me disait, tu vendrais des lacets à des gens qui portent des tongs. On a dans les coffres de la manufacture une montre de poche. Elle vaut 2 millions. Qu'est-ce que t'as pas aimé dans le luxe quand t'es arrivé et tu t'es dit, tiens, ça c'est un truc que je voudrais enlever chez Audemars? Toutes ces règles. Le luxe n'a pas le droit d'être drôle. On parle de ton coup magistral en 2005, c'est là que ça va exploser avec Jay-Z. Et Jay-Z parle dans ses chansons d'Audemars Piguet. Il l'intègre. Il les met, il les porte, il en parle. Beyoncé, dans sa chanson Upgrade, porte 4 ou 5 montres par bras. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Notre invité aujourd'hui s'appelle François-Henri Benamias. Il a été PDG de la marque de luxe de montres Audemars Piguet pendant des années, alors qu'il est rentré vendeur dans cette marque. Il va nous raconter son évolution, comment il a permis à la marque de passer de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires à plus de 2 milliards en quelques années, comment il a permis à la marque de se répandre aussi aux États-Unis grâce à une collaboration avec Jay-Z notamment, comment il est devenu ami avec Arnold Schwarzenegger, comment il s'est retrouvé à jouer au golf avec Bill Clinton et toutes les anecdotes qu'il a pu connaître directement avec les grands artistes mondiaux, comment il a fait et pourquoi il en est parti aujourd'hui. On va parler de montres, on va faire venir tout à l'heure un garçon qui a une boutique de montres juste à côté qui va venir avec une copie extrêmement bien faite et une Audemars Piguet réelle pour voir si à l'œil nu il arrive à voir la différence entre les deux montres, parce qu'on parlera du fléau aussi des copies de montres tout à l'heure en fin d'émission. Il y a beaucoup de braquage aussi à cause des montres. On parlera de la solution qu'ont trouvé les marques de montres pour éviter tout ça. Et avant qu'on commence, je voulais vous rappeler qu'on avait le shop de l'émission. Si vous voulez nous retrouver tous les matins en buvant un café et en regardant Légende, vous pouvez prendre le mug directement. On a mis le mug, mais on a mis aussi les Woody. Il y a les autocollants que vous pouvez mettre sur les voitures, à l'arrière des voitures. Et donc voilà, je vous mets le lien directement si vous voulez retrouver tous les produits directs du shop sous la vidéo sur YouTube, dans la description et dans la description des podcasts audio si vous nous écoutez en roulant par exemple ou en train de faire du sport sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Amazon Podcast. En tout cas, merci à vous, merci de votre fidélité, merci d'être de plus en plus nombreux tous les mercredis, vendredis et dimanches pour une interview ou un documentaire. Et c'est parti maintenant avec François-Henri Benamias sur Légende. Bonjour, François Benamias. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un qui a entendu toute sa vie qu'il ne pourra pas, il se plantera, il ne sera jamais assez bon, il ne réussira à rien et qui a fini par diriger une des plus grandes boîtes d'horlogerie sur la planète qui s'appelle Audemars Piguet. Eh ben voilà, bienvenue, je te reprends le clap, François. Alors, François-Henri, je t'appelle François. François. On t'appelle François. Ouais. Bienvenue, tu as fait effectivement en 11 ans, en étant PDG, tu es arrivé dans la marque bien avant, mais après tu as géré en tant que PDG Audemars Piguet, tu as fait plus, combien de pourcents? Je crois que c'est énorme. 4 fois plus, je crois, de chiffre d'affaires en 11 ans. 4 fois plus de chiffre d'affaires en 11 ans. C'est ça, hein? Oui. Incroyable. Félicitations. Tu as lancé un nouveau business, tu as quitté la marque il y a quelques temps, tu vas nous expliquer ce que tu vas faire, ce que tu veux faire, parce que c'est tout nouveau, je crois qu'au jour du tournage, ça fait 2 jours que tu l'as lancé, mais on en parlera juste après. On va comprendre ta vie, le principe c'est de comprendre comment t'en es arrivé là, tes choix, pour essayer de comprendre les parcours, parce que parfois il y a des choix à faire qui nous emmènent dans des chemins différents, qui ne sont pas forcément mauvais, mais pourquoi tu as fait ces choix-là? Juste avant, le nombre de montres, j'ai noté 50 000 montres par an à l'époque pour Audemars Piguet, 1 million pour Rolex. Quelle est la stratégie? Est-ce que c'est un but d'en faire moins, de les faire plus artisanales? Est-ce que tu peux expliquer le chiffre pour ceux qui ne s'y connaissent pas du tout en montres? Alors clairement, la question montre que tu ne t'y connais absolument pas en montre. Mais je ne m'y connais en rien quand je fais l'émission, c'est le principe. Alors d'abord, on ne peut pas comparer. Rolex, c'est une marque de montres, et c'est la marque de montres de l'industrie horlogère, puisque c'est celle qui a le plus de succès. Et c'est 1 million de montres, mais c'est une société industrielle. C'est de l'industrie horlogère. Audemars Piguet, c'est de l'artisanat horloger. Donc on ne peut pas comparer. C'est pas du tout la même façon de produire. Il y a beaucoup d'interventions à la main chez Audemars Piguet. Il y a quasiment que des machines chez Rolex. Donc déjà, tu peux pas aller sur ce terrain de jeu-là. C'est combien de temps on met pour faire une montre? On a du mal à quantifier, à imaginer en nombre d'heures, c'est quoi? Alors, chez Audemars Piguet, toi tu connais Audemars Piguet. La montre la plus compliquée à réaliser, c'est 9 mois de travail par une seule personne. Et alors un truc qui est marrant dans l'horlogerie, c'est que plus il y a de mains qui touchent la montre, moins c'est compliqué. C'est-à-dire que le mouvement automatique de base, donc sur une 3 aiguilles, il y a plus de 400 personnes différentes qui vont toucher un moment quelque chose de la montre. Alors que la montre la plus compliquée, c'est quasiment une seule personne. Et le savoir-faire pour pouvoir faire celle-là, c'est 10 à 15 ans de travail avant d'y arriver.
Est-ce que c'est volontaire de faire parfois aussi moins de montres? Est-ce que c'est marketing? Tu sais, il y a des marques de luxe dans les chaussures, il y a des marques de luxe dans les montres aussi, qui font très peu de montres exprès et te disent, tiens, parfois il y a 15 ans d'attente, il y a 20 ans d'attente, parce que ça rend désirable le produit. Alors, 15 ans, 20 ans d'attente, c'est une foutaise monumentale. Ça existe, hein? Oui, tu mais... vois de quelle marque on parle? Oui, non, mais il faut arrêter avec ça. 15 à 20 ans d'attente, comme disait l'autre. Patek Philippe, c'est ça, par exemple. Je ne sais pas de qui tu parles, mais on peut dire le mec est déjà mort d'autre chose. Non, il ne faut pas aller sur ce terrain de jeu-là. Mais c'est un savoir de toujours rester légèrement en dessous de la demande. Pour quelle raison? Pour créer cette désirabilité. Mais pas de la manière fausse. C'est, si je dis, une montre est faite à 200 exemplaires, et que tout le monde la veut, si j'en fais 400, personne n'en veut. Et peut-être il y avait 400 personnes qui la voulaient. Mais parce qu'il n'y en a que 200, ils vont la vouloir plus. Et ça, c'est une décision stratégique très fine. On ne sait jamais exactement répondre, mais il faut toujours être légèrement en dessous. Toi, tu as une enfance, tu disais que tu étais un gamin, j'ai écouté dans des podcasts, tu disais j'étais un gamin insupportable, curieux, qui voulait tout le temps bouger. T'es né en 64 à Paris, parisien, français. Oui. Pourquoi tu disais que t'es insupportable? C'est-à-dire quoi être insupportable? Parce que je n'ai jamais aimé la façon dont on a voulu m'apprendre. Moi, encore aujourd'hui, dans des réunions, je peux dire à des gens, il faut me donner un exemple de la vraie vie. Si tu me fais de la théorie de tableau noir, je peux pas, je ne me projette pas sur de la 2D. Okay, le tableau noir, c'est de la 2D. La rue, c'est de la 3D. Et moi, je viens de l'apprentissage de la rue. Donc concrètement, explique-moi un théorème mathématique, montre-moi à quoi ça ressemble avec des bananes et des pommes. Ok, là, je vais me débrouiller. Si ça reste des chiffres comme ça, pas trop. T'étais pas forcément bon en maths avec des chiffres? Alors, j'étais bon en calcul mental, je le suis toujours d'ailleurs aujourd'hui, mais les formules mathématiques, ce qui était très drôle, c'est que moi, je sortais des contrôles avant les autres, parce que j'ai toujours été super rapide. Alors, tu sais, tu sors de classe, tu sors du contrôle, puis les mecs sortent après toi, puis tu fais, t'as bien trouvé 1434. Et non, c'était 18. T'es con, t'as raté le truc. C'est 1434, toi, t'as trouvé combien? Bah, 18. Non, mais c'est 1434. Et puis les mecs, un beau, il te fait, mais François, t'as oublié qu'il y avait une virgule dans l'énoncé? Je fais, oh, la virgule, j'ai oublié la virgule. J'étais étourdi. Donc, je voulais aller vite, et de temps en temps, j'étais un peu étourdi, j'oubliais de regarder certains trucs dans les formules, et je me gourais. Mais ça m'intéressait pas, en fait. J'aimais pas ça. Tu viens de quel milieu social quand on devient patron? C'est intéressant pour comprendre aussi d'où tu viens. Simple, mère instit. Donc voilà. Middle class, on va dire, classe moyenne. Oui, et puis un père qui était directeur d'un entrepôt de livraison de marchandises pour la chaîne Galeries Lafayette, Monoprix, Inno France, parce qu'à l'époque c'était le même groupe. Donc il dirigeait un entrepôt au Petit Clamart, il devait avoir une centaine d'employés. Il travaillait, quoi. Donc oui. T'as manqué de rien quand t'étais jeune? Non. Et t'étais pas d'un milieu aristocratique non plus, ou très riche? C'est intéressant de comprendre les codes sociaux. Oui, non, du tout. On est élevé dans un milieu social quand même. Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire à l'époque? Est-ce que tu étais un fan d'horlogerie, fan de montres? Absolument rien à voir. Ah, mais rien à voir. Gamin, je suis passé par tous les stades. Je suis passé par chirurgien, hôtellerie. Pompier? Non, mais anti-gang. Parce que ma mère avait comme élève les 2 enfants du patron de l'anti-gang de l'époque. Et donc, on était devenus proches de ces gens-là et on se parlait. Donc, il y avait des dîners, puis ils racontaient des histoires. Et moi, je dis, mais c'est trop génial, c'est ce que je veux faire. On parle des gens à l'époque qui s'occupaient de Messrine. Pour ceux qui se rappelleront de cette histoire quand même. Et moi, je voulais faire ça. Mais il y a un côté un peu, je vais sauver le monde, dans ce sens-là, dans le truc qui m'éclatait. Et puis ensuite, numéro 1 mondial de golf. Donc ça a été le chemin, je voulais devenir ça. J'ai raté. Tu as été golfeur pro, on va en parler après. J'ai été golfeur professionnel, mais je voulais être numéro 1 mondial. Parce que je ne peux pas être 20e, il faut que je sois numéro 1. Donc ça n'a pas marché non plus. Et puis un jour, complètement par hasard, tu parlais de choix dans la vie. Je n'ai pas fait de choix. Les choses sont un peu venues à moi de manière assez incroyable. Ouais. Bah oui, parce que quelqu'un qui était membre du club de golf dans lequel je jouais m'a dit, écoute, tu ne seras jamais numéro 1 mondial. Donc t'oublies, c'est mort. Viens bosser avec moi. Mais tu fais quoi? Ben, moi, je suis distributeur de marques italiennes de prêt-à-porter pour le marché français. Je fais, mais j'y connais rien, moi. Il me fait, mais tu vas démarrer en bas de l'échelle, t'inquiète pas, on va t'apprendre. Et puis je démarre comme ça. Et puis quand je pars pour travailler pour Audemars Piguet, c'est que je rencontre quelqu'un sur la plage en vacances qui s'avère être la personne qui prend Audemars Piguet 6 mois après pour le marché français, qui me fait, t'as pas envie de travailler pour Audemars Piguet? Je fais, Audemars quoi? Je ne connaissais même pas la marque. Et qui me dit, ben ouais, écoute, viens voir à quoi ça ressemble, viens rencontrer les gens, si ça te plaît, je te fais une offre. Et je pars travailler chez Audemars Piguet. Et je fais 29 ans chez Audemars Piguet. Tout est écrit? Alors, je pense que les choses sont écrites. Ouais. Juste, petit point sur la scolarité.
c'était pas ton truc, etc. Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? C'est intéressant d'avoir ton avis, toi qui as géré une très grosse boîte, qui était très bon en marketing et dans la gestion. Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans le système éducatif français? Tu as 2 filles, je crois, donc tu as eu l'occasion, voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Qu'est-ce qu'il faudrait faire mieux? Alors, la première chose, dans l'éducation française, il faut être beaucoup plus encourageant qu'on l'est. Exemple très concret. À l'époque, nous, on était notés sur 20. Oui. Okay, donc si par exemple... encore aujourd'hui. Hein. C'est encore sur 20? Il y en a plein qui sont notés sur 20. Ok, donc tu chopes en 2 sur 20 en maths, c'est clairement nul. Et puis derrière, tu chopes 8. Bah, c'est mieux. Sauf que tant que tu n'as pas la moyenne en France, tu restes nul. Donc que tu aies 2, 7, 8, 9, 10, même des fois 11 ou 12, c'est moyen. Alors que si tu passes de 2 à 8, de 8 à 10, tu as fait d'énormes progrès. Et ça, c'est la différence entre la culture française et la culture anglo-saxonne. Et je l'ai vu avec les enfants aux États-Unis. Mais plus que ça, et je peux l'appliquer au monde du golf, quand tu as des groupes d'élèves au golf, tu as des gens qui vont, pour pouvoir progresser, ils vont devoir voir de l'image. Tu as des gens qui vont lire. Tu as des gens qui vont devoir sentir physiquement le geste. C'est pareil qu'il y a des gamins à l'école. Moi, j'ai toujours voulu, ce que vous m'expliquez, montrez-le-moi en vrai. Et là, je peux comprendre. Tant que ça reste au tableau, ça ne me parle pas. Et c'est tout ce genre de choses. Et puis, tu as des gamins que tu peux tenir pendant 4 heures de suite, tu as des gamins que tu vas tenir comme moi 1 heure. Et c'est mort après. Je veux faire autre chose. Tu ne sais pas te concentrer longtemps aussi? Il faut que je bascule. C'est pas, je peux me concentrer longtemps, mais il faut que je switch de sujet. Va pas me laisser 4 heures sur le même truc. Et alors, dans le monde du travail, ça ressemble à quoi? Quand j'ai pris la direction de chez Audemars Piguet, j'ai dit, alors, la réunionnite aiguë, ça suffit. Donc, j'ai interdit que les réunions durent plus de 1 heure et demie. T'avais des réunions... Ce qui est déjà très long, hein. Mais tu avais des réunions de 3 heures. 3 heures. Tu as les gens autour de la table qui se parlent à droite et à gauche. En fin de réunion, c'était, bon, on a décidé quoi aujourd'hui? Ah bah, faut qu'on se réunisse. Si vous foutez de moi, ça fait 3 heures qu'on parle. Donc, on instaure un nouveau système, un nouveau protocole. C'est, avant la réunion, on doit sortir avec ça comme objectif. Ensuite, les gens argumentent par rapport à ça. Il y a un oui et un non. Deuxième règle, on sort. Si la décision, c'est oui ou non, tout le monde s'y tient. Il n'y en a pas un qui dit derrière, ah, ils ont dit non, mais ça aurait dû être oui. Parce qu'il repart dans les couloirs, parler à ses autres potes, et il te change le truc. Et tu pollues, en fait, l'organisation. On prend des décisions, quoi. Toujours. Une réunion, ça va servir à prendre des décisions. Absolument. Bonne ou fausse, hein. C'est pas un problème. Il faut accepter l'erreur. Ça, c'est le deuxième truc de l'éducation française. Et même pas seulement de l'éducation, de la vie aujourd'hui en France. La relation à l'échec. Si aujourd'hui tu plantes ta boîte, mais ils vont te brûler sur la place publique. Et puis c'est fini. Aux États-Unis, tu as une autre façon de faire. C'est il faut que tu en brûles 2 pour que tu aies du crédit, quelque part. non, mais c'est un peu ça. Et cette démarche par rapport à l'échec, elle est monumentale. Aux États-Unis, les gens vont pas se dire, tiens, il a brûlé 2 boîtes, il a fait échouer 2 boîtes, et il est mauvais. Mais non, au contraire, ils vont dire, tu sais quoi? Il a l'expérience de 2. Ben, il va pas se planter 3 fois ou 4 fois. Et quand tu regardes l'histoire de gens qui ont des gros succès, ils sont passés par des grosses claques, y compris dans le monde du sport. Il n'y a pas parfait. Ça n'existe pas parfait. Et si à un moment on se met pas à la place de ces gens-là et qu'on comprend un peu derrière le rideau ce qui se passe, parce que l'échec, il est là partout, à tous les niveaux. Mais qu'est-ce qui fait que où tu es champion, ou tu réussis dans la vie, c'est comment tu apprends de tes échecs et comment tu remontes par rapport à tes échecs. Il y a que ceux qui font rien qui se plantent jamais, de toute façon. Il faut se planter. Oui, mais ceux-là, on ne veut pas leur parler. Tu rates le bac en 82. Ah, largement. C'est ça, c'est la bonne date. Et donc j'ai noté, puis après tu vas donner des cours de golf. C'est comme ça que petit à petit, tu vas donner des cours de golf. Depuis 15 ans, c'est ta passion, je crois. Donc c'est assez jeune, hein, tu as eu cette passion du golf. Et tu vas devenir professionnel, tu le disais rapidement, mais juste en 3 mots, tu arrives 20e français, c'est ça? 25e place française. Alors attention, hein, qu'on mette bien les choses en place. À l'époque, la 25e place française, tu gagnes peut-être 6 à 7 000 francs dans l'année. Dans l'année. Donc tu perds des ronds. Oui, c'est pas un métier du tout. Viable financièrement. Non, donc tu es obligé de donner des cours pour compenser ta perte. Et donc tu vas faire ça pendant combien de temps? 5 ans. Pendant 5 ans quand même? Ouais, je vais essayer. Et jusqu'au jour où il y a un mec qui te dit, tu le disais, tu ne seras pas... Gaulle. Toi, tu le voyais pas, que tu serais pas numéro 1? Non. Tu étais sûr de l'être? Non, je n'étais pas sûr. Tu n'es jamais sûr, mais je voulais. Donc je m'entraînais. Je passais les heures, les trucs, puis finalement, à un moment, tu dis, tu dois te rendre à l'évidence. On n'y arrivera pas, c'est pas le chemin. T'étais
depuis tout petit, très fort dans la vente. Tu disais, à un moment donné, tu allais, je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois, ramener des trucs de la boulangerie pour ton quartier. Tu l'as fait pendant 15 jours jusqu'à ce que ton frère lâche de fatigue. Refuse de se lever, ouais. Refuse de se lever. Tu as toujours aimé ça. C'est un truc où tu es vendeur dans l'âme, quand même. Ma mère me disait, tu vendrais du sable dans le désert, aux gens du désert. Enfin, je veux dire, tu vendrais des lacets à des gens qui portent des tongs. J'ai toujours aimé promouvoir et vendre. Quand on était gamin, ils nous filaient à l'école les carnets de l'UNICEF pour aller vendre des timbres, tu sais, pour récolter des fonds. Moi, il me fallait une quinzaine de carnets, parce que j'en vendais plus que tout le monde. Et t'étais, à partir de 25 ans, tu as commencé à collectionner les montres. Tu as 1200 montres dans ta collection, je crois, Swatch, hein, c'est ça? Alors, je ne les ai plus, je les ai revendues. Ah, tu les as revendues aujourd'hui? À Swatch. À Swatch. Je les ai revendues, donc j'ai collectionné toutes les montres de 82, qui est le début de Swatch, jusqu'à 92. Et en 96, je leur ai vendu ma collection. Et pour la petite histoire, je leur vends ma collection. Et je crois parce qu'ils voulaient avoir une deuxième collection itinérante pour pouvoir montrer l'histoire. Et je crois que 15 jours ou 3 semaines après, ils se la sont fait piquer, la leur. Et j'aurais pu la vendre 3 fois plus cher. C'est des montres qui valent combien, des Swatch, pour ceux qui Alors je pense qu'une collection de Swatch comme ça, aujourd'hui, ça serait en plusieurs millions. Non, mais une montre Swatch, combien ça coûte une montre de base? C'est pas des montres chères, Swatch. Oui, c'est ça. 50 balles. Ouais, c'est ça. 50 balles. Et 50 balles, mais t'as des montres qui pouvaient partir à l'époque dans la zone des 10, 15, 20, 30, 40, 50 000. Putain, incroyable. En partant de 50. Donc tu vas arrêter le golf, tu disais. Qu'est-ce qui va se passer ensuite, précisément? Cette personne qui s'appelle Loïc Berthet, qui est mon mentor, hein, c'est lui qui m'a construit, qui m'a aidé à me construire, qui s'occupait de moi même avant que je travaille pour lui. C'est lui qui met le pied à l'étrier, il m'engage dans sa société, donc de distribution de marques de prêt-à-porter, et il me met dans un sous-sol en train de faire les cartons et les expéditions. C'est pas dur de te briser ton rêve, même si tu n'en avais pas les capacités, mais de te dire, bah, tu ne seras jamais golfeur professionnel, mon gars, non, t'es pas bon. Parce qu'il y a une chose dont j'ai toujours été sûr, c'est ma lucidité. C'est vraiment, ça marche pas, point. On passe à autre chose. On force pas. Non. On perd pas son temps. Non, j'ai toujours été comme ça. Tu vas faire les cartons, tu dis, tu es au sous-sol, etc. Bon, tu commences, quoi. Combien de temps? J'ai travaillé pour lui 7 ans. Pendant 7 ans, quand même. Alors, attention, je démarre en faisant les cartons, et au bout de 3 ans, je suis le directeur commercial de la boîte. Et je démarre en vendant des collections improbables. Des cravates réversibles, enfin, des trucs... le concept de la cravate réversible, c'est en fait si tu tâches, parce qu'à l'époque les gens portaient tous des cravates, tac, tu vois, tu la remets à l'envers, quoi. Ben non, tu la mets pas, tu changes. Ah oui, tu la changes. C'est le truc. Des t-shirts avec un espèce de truc artistique dessus, où le gars pour qui je bossais me dit tu vas en vendre 300 000, j'en ai vendu 2800. Enfin, un truc de malade. Mais c'était chez Armani, ça, c'est ça? Non, alors c'est pas la marque Armani. Avant? Ah non. Et puis même, quand on commence avec Armani, on dit on va en vendre des milliers et des milliers, puis tu vends pas des milliers et des milliers. Armani, c'était une marque super haut de gamme pour le marché français. Les prix n'étaient pas du tout en place par rapport au marché. Mais c'était un apprentissage de malade. Moi, j'ai fait le tour de France, je suis allé dans toutes les villes à droite et à gauche pour gagner misérablement ma vie pendant quand même pas mal de temps. Qu'est-ce que tu as appris? Quasiment. S'il y a un truc que tu as retenu là, de cette période. L'humain. C'est-à-dire? L'humain, c'est les rencontres. C'est comment tu pars de gens qui disent non, 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 et finalement tu arrives à leur faire dire oui, parce que tu vas quand même réussir à leur vendre un produit qu'ils ne devraient jamais acheter parce que c'est pas le bon produit pour eux. Mais t'as le bagou, il y a un truc qui se passe et finalement ils t'achètent. Les rencontres improbables, les trucs impossibles. Ou lors d'une vente, tu vois, je suis à Bordeaux, enfin dans la banlieue de Bordeaux, même pas dans la banlieue de Bordeaux, et je rentre dans la boutique et la femme que j'ai en face de moi, qui doit avoir une 50aine d'années, c'est un peu BCBG, machin, le beau petit foulard Hermès, et qui perd sa dent de devant, qui rentre dans ma chemise. La dent, elle me parle, la dent part comme ça, elle part dans ma chemise. Le truc complètement improbable, le truc, parce qu'il faut aller récupérer la dent. Puis elle a un trou, elle, devant. Maintenant, elle a un côté un peu visiteur. Tu vois, sur les gêne. Il faut aller récupérer la dent, lui redonner sa dent, qu'elle remette sa dent. Et toutes ces expériences, il y en a plein, bah, ça t'apprend la vie. Tu vas rester dans le luxe pendant 20 ans. Après, c'est vraiment ton entrée là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, le luxe, concrètement, tu vois? C'est quoi ta définition à toi, qui était patron d'Audemars Piguet? Ça veut dire quoi, le luxe? Comment tu le définis? Quand est-ce que c'est une boutique de luxe et quand est-ce que c'est pas une boutique de luxe, tu vois? Alors d'abord... C'est pas clair. Le luxe, il démarre pas avec une boutique. Le luxe, il démarre avec les gens qui le produisent. Le luxe, c'est des talents extraordinaires, c'est des artisans. Alors des artisans qui peuvent être dans le monde de la mode, des artisans dans le monde de l'horlogerie, des artisans dans le monde de la porcelaine, dis ce que tu veux. Ce sont des gens, d'abord, qui font des choses exceptionnelles, avec des savoir-faire de temps en temps qui sont super vieux, des fois même qui pourraient se perdre. Ancestraux, ouais. Qui font des produits, donc, à faible volume, exclusifs,
qui prennent du temps. C'est ça le luxe. Le retail n'est que le moyen de le commercialiser. Qu'est-ce que c'est le retail? C'est les boutiques. Les boutiques. C'est le moyen de le commercialiser, mais le luxe, c'est d'abord des gens qui font des choses extraordinaires. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans le luxe quand tu es arrivé et tu t'es dit, tiens, ça c'est un truc que je voudrais enlever chez Audemars Piguet. Toi qui n'as pas aimé dans le luxe, tu t'es dit, tiens, ça faut le changer. Toutes ces règles. Règle numéro 1 dans le luxe, tu n'as pas le droit de rire. Ah oui. Le luxe, que ça soit pas souriant et chiant. Le luxe n'a pas le droit d'être drôle. Je te mets au défi de me trouver une campagne de pub dans l'histoire du luxe où la marque se moque d'elle-même. Y a pas. Avec du second degré, tu veux dire? Il n'y aura pas, ça n'existe pas. Le luxe est sérieux. Et puis à l'époque, toutes les marques de luxe, on est tous en costume. C'est costume, cravate, machin, tout le monde. Donc on est tous égaux dans ce sens-là. Alors, tu as des costumes plus ou moins chers, des cravates plus ou moins chères, des chemises plus ou moins chères, mais... Des cravates réversibles plus ou moins chères. Non, ça, on les portait plus, les filles, on les avait brûlées. Mais on est habillé, on est apprêté. Alors que le vrai luxe, c'est pas ça. Le vrai luxe, il va être dans les relations qu'on va créer. Le vrai luxe, il va dans la compréhension de la personne que tu as en face de toi, la façon dont tu vas la gérer. Le luxe, c'est pas tout le temps vendre. T'es pas obligé, à chaque fois que je te vois, je vais te coller une montre. Ça veut rien dire, ça. Il faut être capable de dire de temps en temps, non, aujourd'hui, je te vendrai rien. On va parler d'autre chose. T'étais où en vacances la semaine dernière? Parle-moi de tes enfants. Il est là aussi, le luxe. Le luxe, c'est que tu as le temps. Mais dans les mauvais côtés, c'est le côté très protocolaire, avec toutes ces règles. Et puis, effectivement, chez Audemars Piguet, ils m'ont donné, j'ai eu beaucoup de chance, ils m'ont laissé faire un paquet de choses où on est carrément sorti des codes. Je peux dire avec la plus grande fierté, c'est que je suis à l'origine, avec Audemars Piguet, de la traversée du pont entre le luxe et la rue. En 2005, quand on fait la montre avec Jay-Z, c'est pareil, une marque de luxe qui s'associe, toutes produits confondus, on ne parle pas que de montres là, on parle de tout le monde de luxe. Une marque de luxe qui s'associe avec quelqu'un de couleur, du monde du hip-hop, pour faire un produit un peu cher, ben c'est l'année où la rue et le luxe se croisent. Et qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? C'est qu'au moment où ces deux mondes se rencontrent, tu vas commencer à voir que les costumes, ils descendent des personnes. Les gens s'habillent un peu différemment. Tu vas voir les sneakers qui vont venir maintenant dans les magasins de luxe. Avant, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Et tous ces codes changent. La musique qui débarque aussi, tout autour de ça. Oui, la rue inspire beaucoup de luxe. Mais complètement. Et aujourd'hui encore, c'est ça. C'est l'inspiration. Le sport, le luxe. Et aujourd'hui, quand tu regardes aussi toute la jeunesse qui débarque, les choses qui font le plus, entre vidéo game, musique, les réseaux sociaux, sport, toutes les marques de luxe se le sont appropriées, plus ou moins bien. Tu vas rentrer chez Audemars en quelle année? En 1994, 1er septembre. Donc tu dis c'est un gars qui te propose un jour, ça se passe comment vraiment ton entrée? Alors l'histoire elle est assez abracadabrante, c'est qu'à l'époque, ma partenaire, qui est devenue mon épouse après, elle était hôtesse d'accueil. Et à la fin... Chez Audemars? Non, pas du tout. Elle est hôtesse d'accueil pour différentes organisations. Tu vois, elle fait en freelance, oui, un truc comme ça. Et puis, à la fin d'un voyage auquel elle a participé pour des clients Breitling, le patron de Breitling France lui offre une montre Breitling. OK? Et elle porte cette montre, et moi je la rencontre, elle a cette montre Breitling qui est une montre sur cuir. On doit partir en vacances à Saint-Barth. Une semaine avant de partir en vacances, le bracelet de sa montre se déchire. À l'époque, moi, je bosse dans la fringue, rien à voir avec les montres. Mais dans les clients à qui on vend les collections en fin de saison, il y a le propriétaire d'une boîte de cuir qui s'appelle Camille Fournet, donc qui fait les cuirs pour les montres. Je lui dis, attends, je connais quelqu'un. Je l'appelle, je lui fais, hey, j'ai une montre Breitling dont le cuir vient de ce machin, est-ce que tu as quelque chose? Il me dit, bah bien sûr. Je dis, écoute, je peux passer vendredi parce que je pars samedi en vacances. Et lui me dit, ne dépasse pas, viens pas après 16h, parce que mes horlogers ne seront plus là. Les mecs qui peuvent te mettre ne seront plus là. J'arrive, moi, jamais normalement en retard. La preuve, je suis comme arrivé tôt chez toi aujourd'hui. Mais je me pointe à 16h02. Le mec, il m'attend devant la boutique. Il me dit, bah écoute, je te dis, ils sont partis. Donc, voilà le cuir. Moi, j'ai ma tête de montre. Il me dit, tu vas à Saint-Barth, trouve un bijoutier. Il va te mettre le bracelet sur la montre. On part en vacances à Saint-Barth. On prend le premier bijoutier qui est dans la rue. On est dans la voiture et on s'engueule avec ma chère et tendre. Et je lui dis, écoute, moi, je t'ai trouvé le bracelet. Tu lui dis, merde, rentre dans la boutique. Non, je suis timide, je veux pas y aller. Je fais, voilà 100 balles. Écoute, s'ils te demandent de payer, tu payes. Mais voilà, ils te mettent le cuir, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, elle y va. Et au moment où elle y va, elle rentre dans la boutique. Quelqu'un lui saute dessus de manière amicale. Et c'est le patron de Breitling pour lequel elle avait bossé 2 ans avant. Et donc, il la retrouve là complètement par hasard. Et donc, elle me dit, bah, viens, je vais te présenter le gars. Et on passe les vacances ensemble.
Et donc, 6 mois après, le gars, il prend Audemars Piguet pour le marché français. Incroyable. Et il me propose de venir bosser avec lui. Ça veut dire que si ce jour-là, c'est moi qui rentre dans la boutique, le mec me connaît pas, le bracelet se met sur la montre, je rentre et je bosse jamais pour Audemars Piguet. Il y avait quand même peu de chances que ça arrive, quoi. Aucune. Sauf une. Putain, c'est fou. Voilà comment ça démarre. Là, t'es rentré en tant que quoi quand il te prend, ce monsieur? Alors, directeur des ventes, c'est marrant quand t'es directeur et que t'es le seul employé. Ah, c'était tout petit à l'époque? Mais on vendait en France, je crois, 100 montres par an. 100 montres par an. Ça fait donc, tu considères, ouais, tu as 8 montres par mois. Et vous aviez des boutiques où vous les vendiez comment? Oublie, mais il n'y avait rien. On passait par des détaillants et puis on vendait les montres à la main. On était représentant VRP Multicard, tu vois. Tu as les valises, tu te pointes avec les montres. Comme du perroir, un peu. Ah, mais complètement. Allez voir les Tu gens. dis, bonjour, c'est suisse, ça vous intéresse? Voilà, tu te pointes, voilà, vous en voulez une. Et quand on en vendait une, c'était wow! Un truc de fou, j'ai vendu une montre. Ah ouais? Combien ça valait une montre moyenne sur Audemars Piguet au départ? C'était. Alors on parlait en francs? Oui, non mais en euros l'équivalent. En euros, aujourd'hui, entre, allez, 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros. C'est dans ces eaux-là. C'était la mode des montres à l'époque, autant qu'aujourd'hui? Jamais. Et puis en plus, c'était... Attends, on vendait les montres, on était payés au lance-pierre, les gars ne nous payaient pas, oui, ils négociaient pour payer les factures. Attends, mais c'était la jungle. Et tu vas aller donc vendre des montres, tu vas beaucoup voyager finalement? En France, tu restes que en France? Ah, moi je suis en France. Et puis je finis par ne pas m'entendre avec le gars qui m'avait engagé, tu vois. Et puis il y a un nouveau concours de circonstances, donc je veux quitter moi le marché, je veux plus travailler pour lui. Et là, lors d'une conférence où on est en Écosse, dans un château planqué au fin fond de l'Écosse là-bas, il y a une réunion de tous les distributeurs. Je suis le plus jeune. Et j'ai ma grande gueule, et j'ouvre déjà, et je parle déjà, en disant, voilà, on va faire ça. Et je tape dans l'œil du gars qui est à Singapour, et qui fait, le jeune là, il m'intéresse, je voudrais bien qu'il vienne à Singapour. Je baragouine l'anglais, hein. Ok? Tu parles pas anglais du tout à l'époque? Comme un anglais scolaire. Scolaire. Donc l'école, c'était pas mon truc, moyen. Et puis je pars à Singapour, en 96, pour 1 an, en baragouinant l'anglais, hein. Et puis on passe 1 an là-bas, et ça cartonne. Et tu vends des montres aux gens de Singapour ou tu voyages en monde entier? Non, je vends des montres aux gens de Singapour. Toujours. Alors, Singapour, ils avaient aussi la Malaisie, la Thaïlande, l'Australie. J'étais la première personne à mettre, c'est comme sur la Lune, hein, à mettre le drapeau d'Audemars Piguet en Australie. Et alors, pour la petite histoire, parce que là, c'est pareil, t'as des trucs abracadabrants. On débarque en Australie la première fois avec l'équipe. Donc, j'arrive, moi, de Singapour. Première fois en Australie, j'avais raté qu'on était dans l'hémisphère sud. Je me pointe en t-shirt au mois de juillet, il fait 4 degrés. Donc déjà, tu tombes malade. Les mecs, le lendemain, ils disent, bon, allez courir sur Bondi Beach, parce que c'est la tradition. Chaque personne qui est en Australie doit aller courir à Sydney sur Bondi Beach. Je tombe encore plus malade. Et puis en juillet, je lui dis, OK, on est en Australie. On va trouver des clients, donc on va rencontrer des gens qui peuvent nous proposer de prendre la distribution. Et puis à un moment, on se dit, qu'est-ce qui compte en Australie? Qu'est-ce qui leur plaît là-bas, comme sport? Alors effectivement, tu as le rugby, OK? Et puis surtout, tu as la voile. Et il y a une voile qui s'appelle Sydney to Hobart, qui est une course de voile assez importante. Et les mecs disent, bah justement, il n'y a plus de sponsors, tu peux y aller. Je dis, c'est génial, ça coûte combien? Pas cher. 10 000 balles. Tu vas être à la télé, tu vas faire le truc, c'est génial. C'est l'année dans l'histoire de la course Sydney to Hobart où il y a eu le plus de morts. Il y a eu une course où il y a eu des cyclones, des machins. Oui, c'était pas la meilleure pub que tu puisses avoir. Oublie, on était à la télé 24 heures sur 24, ils ne montraient que ces images-là. Oui. Et il y avait le logo de Audemars Piguet qui était sur le truc, je fais, oh, c'est une horreur. Mais c'est une horreur. Mais pour dire à quel point, tu tapes sur un truc et puis il va. Tu tapes pas à côté, quoi. Mais pas à côté, ultra à côté, de démarrer comme ça. Mais en même temps, la marque a été connue, là. Elle était sur les écrans tout le temps. Ah, mais c'est pas une bonne pub. C'est jamais une bonne pub. Mais tu sais jamais quand tu vas faire de la pub ce qui va se passer, non plus. C'est quoi la vente la plus improbable que tu vas faire à cette époque? Alors, c'est un truc que. Alors là, je vais te faire plaisir parce que celle-là, je ne l'ai jamais racontée. Et je te jure que c'est vrai. Aujourd'hui, je vais la raconter parce que j'ai envie. À l'époque, on a dans les coffres de la manufacture une montre de poche. Grande complication, donc c'est déjà très cher en soi, en platine, sertie de baguettes, diamants et émeraudes. OK? Un bijou, quoi. Elle vaut 2 millions. Et la montre, elle avait été commandée par quelqu'un qui a annulé la commande. Et donc, ce genre de produit, quand tu le fabriques, si la personne ne le prend pas, t'es mort. C'est indécrochable. C'est le cercueil à 3 places. Et elle reste dans les coffres. Et puis à un moment, j'avais un copain à moi qui faisait des ventes sur différents pays, au Moyen-Orient, Afrique, machin et tout, avec qui on était super potes, et qui était toujours
avide de produits un peu abracadabrants. Mais jamais un truc de ce niveau-là. Jamais. Et puis il m'appelle, il me dit « Hey François, je suis en Suisse, machin, je viens de voir, prépare des choses pour moi. » Et moi, dans ma tête, je me dis oh. Et ça, c'est le jeu. C'est pas le fait de dire, c'est le jeu. Le fait de dire oh, je vais vendre cette montre. Ok, donc je vais dans le coffre, je la sors du coffre, je l'amène dans l'atelier où ils sertissent les pierres sur les montres. Et je leur dis, tu la poses et tu fais comme si tu travailles dessus. Et on va passer et tu me laisses faire. Incroyable. Tu me laisses faire. Et on est pendant la visite. Je dis, tiens, je vais te faire visiter 2-3 trucs parce que tu n'as jamais visité les ateliers. Donc viens, on va regarder un peu ce qui se passe. Et puis on se balade. Et au moment où on passe derrière le mec, je vois qu'il s'arrête un coup et je lui tire le bras. Exprès. Je dis, viens, on passe, on a autre chose à faire. Et au moment où je lui tire le bras, et lui, il me retient le bras. Et là... Tu sais que c'est gagné ? Je sais que j'ai attrapé le poisson. Je sais. Il a mordu. Écoute, on passe et on a autre chose à faire. Bien, laisse tomber, de toute façon, c'est pas pour toi, c'est vendu, ça. Il fait, c'est quoi ? Je dis, oublie. Et je fais tout un protocole de machin, tu pourras pas. Parce que plus tu dis qu'il peut pas, plus il veut. Plus le mec la veut, et finit par acheter la montre. Incroyable. Et je sais que la montre, il a fini par la donner à quelqu'un pour une grosse affaire, quelque part, un machin ou un truc. L'époque était un peu sauvage. C'est improbable, ouais. Ça, je l'ai jamais raconté. C'est quoi les AP House ? Parce qu'au début, vous vendez, tu disais, un peu comme des réunions Tupperware, vous allez porter les montres comme des VRP. Qu'est-ce que c'est que les AP House ? Alors, les maisons AP, les AP House, c'est... Je te traduis plus rien maintenant, je te laisse en anglais sur le site et tu m'expliques. C'est... le début de ça, ça part d'une colère contre les propriétaires immobiliers à Hong Kong. Pour quelle raison ? On a des boutiques à Hong Kong. Il faut savoir que les baux à Hong Kong, c'est 3 ans. Donc si tu fais des travaux dans une boutique que normalement tu mets au moins 5 ans à amortir, bah là tu es obligé de les amortir en 3 ans parce que tu n'as pas la garantie de rester sur ton emplacement. C'est pas comme en France 369. Exactement. Donc déjà, c'est pan. Deuxième chose, les montants sont excessifs. Et tu peux te retrouver à un moment avec 25 à 30% de ton chiffre d'affaires qu'en loyer. Or, dans le monde du luxe, il y a des règles. Quand tu commences à passer les 10% de ton chiffre d'affaires en loyer, le temps peut se couvrir. Là, on est à 25-30. Donc, on est dans le rouge en permanence. Et tu as des gens du monde, dans d'autres marques, qui te disent « Ouais, mais on s'en fout, c'est du marketing. » Non, on n'est pas là pour perdre des ronds dans le business, donc je refuse. Et moi, je fais, tu sais quoi ? On change la donne. Parce qu'en plus, les boutiques, elles font 80-100 mètres carrés. Je dis, les gens, ils passent une demi-heure dedans, ils sont pas à l'aise. Je dis, tu sais quoi ? À mon avis, pour un tiers du prix, on va les se mettre en étage et on va revenir au début d'Audemars Piguet. Audemars Piguet, c'est quoi ? C'est une start-up à l'époque. C'est 2 gars qui se mettent ensemble. Jules Audemars et Édouard Piguet. C'est une start-up du 19e siècle. Mais si ces gens-là, aujourd'hui, ils avaient 25 ans, maintenant, en 2010 ou 2015, ils feraient quoi ? Ils fabriquaient leur montre en Suisse, puis ensuite, ils auraient des apparts ou des baraques partout dans le monde. Ils inviteraient leurs potes, leurs clients, à qui ils seraient potes, à venir chez eux, et chaque appartement respecterait la culture locale. Et je dis, on va faire ça. Donc on se met au 22e étage d'un bâtiment, on prend 500 mètres carrés de trucs, ça nous coûte un tiers du prix du loyer qu'on payait en bas, et puis c'est pas une boutique. T'as une salle de restaurant, ils peuvent venir manger, faire une réunion, t'as un écran télé, tu vois un match de foot, un match de truc ou un tournoi de golf, tu vas le faire. Donc c'est une baraque, c'est un appart. Et en moins de 6 mois, on fait 2 millions de chiffres d'affaires par mois. Je dis, ça y est, on va faire ça. Mais si on revient en arrière, la haute couture ne s'est jamais vendue au rez-de-chaussée. Aujourd'hui, rue Cambon, c'est des appartements de Mademoiselle Chanel, Coco Chanel. C'est encore là aujourd'hui, hein. La haute couture de Chanel, c'est rue Cambon en étage. Et quand tu fais du haut de gamme comme ça, t'as pas fondamentalement besoin d'être dans la rue. Parce que les gens vont savoir où tu es aujourd'hui. Ils vont te chercher. Mais complètement. En fait. Et quand ils te trouvent sur ce genre de choses, on a organisé des anniversaires de mariage, des demandes de mariage, des baby showers, un paquet de trucs qui n'ont rien à voir avec le monde de l'horlogerie. Et ça marchait très, très, très fort. Et qu'est-ce qui va se passer après Singapour ? Comment ça va évoluer pour toi ? Alors après Singapour, je rentre, parce que je ne peux pas rester plus longtemps à cause du permis, et je suis engagé par le siège. Donc là, je déménage en Suisse. Là, je passe 3 ans là-bas à faire Tintin au Congo, Tintin au Népal, Tintin au Tibet, parce qu'ils m'envoient comme responsable des ventes sur différents marchés, parce que nous avons des distributeurs. Donc en fait, je viens faire le promoteur / contrôleur de ce qui se passe sur les marchés, puisque la distribution ne nous appartient pas. Et puis à un moment, j'en ai ras-le-bol de me balader comme ça dans le monde et sans avoir une mission un peu plus conséquente. Et je demande à mon patron de l'époque de lui dire, écoute,
il faut que tu me donnes un vrai truc. J'ai prouvé que partout où je passe, en général, ça se passe plutôt bien. Donc maintenant, je veux un vrai marché. Et il me donne le marché américain. Donc on a un distributeur aux États-Unis, il rachète le distributeur, et il me dit, on va ouvrir la filiale, donc Audemars Piguet USA. Et il m'envoie là-bas. On est en quelle année, là? On est en 1999. Et là, je pars aux États-Unis, je parle à peine mieux l'anglais, mais je débarque sur un pays qui n'est pas le premier marché au monde, loin de là. À l'époque, pour la marque, il doit être le 9e ou le 10e. Et puis je débarque et tu pars pas de zéro là-bas quand je débarque, tu pars de moins 10. Parce que le distributeur a massacré la marque pendant des années. Donc je me balade, il y a des endroits dans lesquels les mecs me foutent dehors. Il y a une mauvaise image? Mauvaise. Je me présente, bonjour, François Benamias, Audemars Piguet, dehors. Le mec me laisse même pas lui expliquer quoi que ce soit. Et dans ma tête, en ce temps, je me dis, toi, un jour, tu vas supplier d'avoir la marque. Parce que comme tu m'as agressé alors que je te connais pas, tu vas le payer. Ça, c'est mon côté toujours compétiteur et... Revanchard. Et revanchard. N'oublie pas. Tu vas prendre. Ouais. Ouais, toi, tu vas prendre. Et donc, petit à petit, on va construire le succès étape par étape. Tu vas arriver aux États-Unis, tu dis que tu parles un peu parce que tu as fait quand même un an à Singapour et puis après tu as fait quand même quelques voyages, donc tu es quand même plus à l'aise parce que c'est important pour lier des amitiés importantes que tu vas avoir et qui va te permettre de faire de belles collabs. Tu vas devenir copain avec Schwarzenegger, avec Sharon Stone, tu vas faire des collabs avec Mohamed Ali. Comment tu vas faire pour convaincre ces mecs-là alors que tu le disais en termes d'image à moins 10 voilà, on imagine l'image de la marque quand tu arrives. Comment est-ce que tu vas convaincre ces mecs-là de s'associer à des marques qui n'ont pas la cote? Alors d'abord, la marque, elle a tellement pas la cote qu'elle n'est même pas dans le radar de ces gens-là. Ils connaissent pas? Ils savent pas. Donc quand on les approche, ils savent que c'est une maison suisse, de haut de gamme, et finalement, c'est assez cool. C'est pas mal. L'idée. Et puis surtout, c'est pour du caritatif. Ah, Donc tu les c'est contactes pour du caritatif? Ah oui, c'est pas pour dire, tiens, viens, tu vas faire notre pub. Non, c'est les 125 ans de la marque. Et puis, c'est pareil, là, il y a une histoire qui est assez drôle. C'est que pour les 125 ans, Audemars Piguet produit 125 pièces uniques. Et ces 125 pièces uniques vont se balader dans le monde entier. Donc il y a 10 villes, et New York est la dernière ville. Le seul problème, c'est que au moment où c'est déjà dans 5 ou 6 villes, le monde entier connaît déjà les montres. Et puis Audemars Piguet, en 2000, aux États-Unis, c'est rien. Donc je me dis, ça va arriver à New York, on va intéresser personne, ça va coûter 1 tonne de faire cette exposition, personne ne parlera de ça, on n'aura pas de presse, pas de retombées, zéro. Je me suis dit, qu'est-ce qui marche aux États-Unis? Le caritatif. Tu sais quoi? On va faire une vente aux enchères avec des célébrités, on va faire un truc de fou. À l'époque, je connais déjà Arnold, parce que je l'ai rencontré en 98 avant d'aller aux États-Unis. Et on a bien sympathisé. Schwarzenegger? Ouais. Comment tu rencontres Schwarzenegger? Pardon, mais personne ne rencontre Schwarzenegger. C'était l'époque du Terminator, en plus. Ouais. Un des membres du conseil d'administration est pote avec lui depuis une vingtaine d'années. Et c'est lui qui lui demande de venir nous voir en Suisse. Et quand il vient en Suisse, on est présenté, c'est moi qui m'occupe de lui pour sa visite. Et puis le soir, il a envie de jouer au golf. Il ne sait pas que moi, j'étais golfeur professionnel. OK? Il dit, on va jouer au golf, ouais. Et au trou numéro 1 où on part... tu lui mets une Mais c'est le mec, il dit, mais oh d'où il sort, lui? Et c'est un truc, on a cliqué tout de suite. Donc ça connecte immédiatement. Et quand je pars aux États-Unis, je l'appelle et je lui dis, dis-moi Arnold, on est en 2000, on fait une exhibition, je fais un truc, il y a des célébrités, des machins, mais est-ce que tu acceptes d'être le patron en fait de l'événement? Ouais. Il fait la star du oui truc. tout de suite, mais à une condition. Je veux le faire avec Mohamed Ali. Je fais, mais comment je vais trouver Mohamed Ali, moi? Je te rappelle que je suis un petit Français qui vient de débarquer aux États-Unis. Comment je te décroche Mohamed Ali? Tu te démerdes. Je dis OK. Nouveau challenge, je vais chercher Mohamed Ali. Et j'obtiens Mohamed Ali. Mais comment? En disant qu'il y a Schwarzenegger? Par des personnes interposées, j'explique la philosophie, c'est du caritatif, on va récolter à peu près 1 million, 1,5 million, machin, sur le truc, on va partager ça. C'est pour la bonne cause, ouais. Chaque fondation va récupérer donc la moitié de la somme récoltée, enfin tout le truc, tout bien. Et il dit oui. Et là, je rappelle Arnold en lui disant, j'ai Mohamed Ali. On est parti maintenant. Et c'est marrant parce que pendant que j'essayais d'obtenir Mohamed Ali, je n'avais encore que Arnold. J'avais un paquet de célébrités qu'on essayait d'appeler, qui disaient « Ouais, non, écrivez-nous, on verra. » En attente, rien, quoi, on va dire. Rien. Et là, tout d'un coup, j'ai les deux. Et là, en 2 secondes, tout le monde veut participer. En fait, c'est l'effet boule de neige. T'en as 2 gros, puis... 2 stars monumentales. Donc, tout d'un coup, tout le monde veut y être. Et on se retrouve avec 35 célébrités. Et puis, ce soir, on récolte un peu plus d'1,5 million. 1,5 million sur une vente de montres caritative en 2000 aux États-Unis, t'as 100 télévisions qui en parlent. Mais alors, ce qui est très drôle, sur les 100 télévisions qui en parlent, personne ne prononce Audemars Piguet correctement.
Donc ça fait Audemars Piguet, Audemars Piguet, Audemars Peugeot, Audemars, Audemirs, Audemers. T'as tout. Il n'y en a pas un qui décroche le truc correctement. Incapable de prononcer le nom. Ça prouve que la marque n'est pas encore implantée. Ah mais zéro. Les gens finissent par dire bon c'est AP. Ok, c'est là qu'ils disent bon c'est AP, ça suffit. On n'y arrive pas. Putain, fort. Et pendant des années derrière, ça va être... des gens passent la porte de la boutique en pensant rentrer chez Piaget. Putain. Oui, qui est une autre marque. Oui, une autre marque d'horlogerie. Donc ça a mis du temps quand même à construire l'existence et la comment dire, la légitimité de cette marque. Mais ça se fait pas en un coup. Donc non. tu dis tiens, il y a Schwarzenegger et machin, mais est-ce que ça t'a servi quand même cette soirée? Énorme. Non mais c'est le début. 100 télévisions rapportent et parlent de l'événement. Donc forcément ça commence. Et puis ensuite en 2003, je rencontre Quincy Jones, le maître absolu de la musique. On fait un événement ensemble, machin. Et puis ensuite Jay-Z en 2005. Et toutes ces choses-là qui débarquent apportent leur pierre à l'édifice. On va y revenir, mais c'est intéressant, c'est les succès, les échecs, parce que tu as mal fait, parce que c'est important pour ceux qui se lancent aussi en entrepreneuriat de voir que ceux qui ont réussi ont aussi eu des échecs. Est-ce que tu as une collab, là tu parles d'une super collab, est-ce que tu as raté un truc d'une collab, ou une collab qui a servi à rien, ou qui n'était pas bonne? Alors une collab, on s'est gaufré, mais lourd. InSync. Mais attention. C'est le truc de Timberlake, non? Oui. C'est le boys band de Justin Timberlake. Le boys band de Justin Timberlake. Ah oui, putain, c'est vieux. Je vous mets la photo de l'époque à l'image, là. Mais alors attention, hein. Au moment où on s'associe avec eux, ils sont au firmament, hein. Donc ils font des tournées, ils remplissent les stades à 80 000 personnes. Ouais, c'était très beau. Ils gagnent tous les trucs, les Grammys, les machins, tout ce que tu veux. C'est au top du top. Et nous, on s'associe avec eux en disant, bon, écoute, eux s'adressent à une clientèle jeune. Donc on va vendre des montres aux parents, mais avec la montre, on va donner des tickets d'accès au concert avec ce qu'on appelle les meet and greet. Donc tu vas rencontrer Justin et ses camarades de jeu pour des autographes, des photos, des machins. Et on pense que ça va être un carton. On lance la montre avec eux à Las Vegas, conférence de presse, machin, tout le truc. Et dans les 2 semaines qui suivent, on vend pas mal de montres. Et puis au bout de 15 jours, tout s'est arrêté. Râteau. Et ça coûte cher, une collab comme ça, on n'imagine pas. C'est de l'argent perdu, non? Oui, on a perdu un peu, mais pas tant que ça. Comment tu vas devenir, tu parles de ton coup magistral en 2005, c'est là que ça va exploser avec Jay-Z. Comment tu arrives à convaincre un Jay-Z? Parce que tu peux croiser Schwarzenegger en Suisse, comme les Tuches disent, tu peux le faire une fois, mais pas 15. Comment est-ce que tu vas arriver à encore rentrer en contact avec un mec de ce gabarit-là? Alors, c'est quelqu'un qui fait l'introduction. Donc, quelqu'un que je connais est pote avec quelqu'un qui est proche de Jay-Z. Avec un pote de pote, quoi. Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que ça, c'est toujours une chose, c'est pareil. Tu sais qu'aux États-Unis, on dit que tu mesures le succès au nombre de coups de téléphone qu'il te faut pour attraper quelqu'un. Eh oui, parce que si tu commences à avoir un coup de téléphone pour choper un président de la République, par exemple, bah, t'y es. S'il te faut 2 ou 3, déjà, t'es pas mal. Donc là, c'est un qui connaît un, qui connaît un, qui connaît un. Aujourd'hui, je suis en direct avec beaucoup plus de personnes. Mais ça démarre comme ça. Et le jour où il débarque dans les bureaux, attention, la première fois que c'est en Suisse ou aux États-Unis? Non, aux États-Unis, bureau américain? aux États-Unis. C'est en 2001. Hein. Donc Jay-Z, c'est pas le Jay-Z qu'on connaît aujourd'hui. Hein. C'est Jay-Z, c'est Damon Dash, c'est Biggs, ils sont les 3. Machin, c'est encore un peu gangster. C'est plus gangster, ouais. Ouais, c'est un peu gangster. Machin, ils te vendent les CD, les DVD, les CD dans les coffres des bagnoles, sur les trucs. Tu sors en soirée avec eux, les joints, c'est comme ça. Enfin, sur les trucs, c'est chaud. Hein. Et puis, il y a une espèce de disconnect impressionnant. Je connais un peu le hip-hop, mais pas tant que ça. Lui, il voit un Français, en plus même pas américain, qui débarque, qui allait parler d'Audemars Piguet, mais il a 14 montres Audemars Piguet quand on se rencontre. En 2001, lui a déjà 14 montres Audemars Piguet. Donc il connaît la marque. Donc il connaît la marque. Donc il a déjà de l'oseille, même si c'est le début. Ah oui, bien sûr qu'il a de l'oseille. Ouais. Bien sûr qu'il a de l'oseille. Et moi, j'ai vécu ces années-là, avant même qu'on lance la montre ensemble, parce qu'on a passé beaucoup de temps ensemble, où je passe du temps en studio, moi, avec lui. Il y a Alia. Toi, t'es peut-être encore un peu trop... Tu te rappelles de qui était Alia? Alia, extraordinaire. Elle est décédée, Alia. Oui, qui est la fiancée de Damon Dash. Moi, j'ai passé tous ces moments avec eux. Donc, j'ai connecté à mort. C'est-à-dire, tu as passé du temps avec Jay-Z à l'époque, oui? Mais oui, mais moi, je sortais tous les soirs, on allait dans les clubs, dans les machins, dans les trucs, et en studio. Moi, j'ai vu la naissance de Empire State of Mind. J'ai assisté à tous ces trucs-là. Donc, ça connecte, puis à un moment, il me dit, je veux qu'on fasse une montre. Je dis, attends, alors, pour faire une montre avec toi, pour aller vendre ça aux Suisses, ça va être un peu compliqué quand même. Mais, je me dis, attends. Et il y avait une époque où je me pointe avec une photo de Jay-Z avec le prince Charles.
lors d'un derby, un truc, une course de cheval, machin, auquel il était invité. Puis tu vois Jay-Z la première fois avec, tu sais, le queue de pie, le haut de forme, un truc improbable. Improbable. Tu vois, un truc, il est invité par le Prince Charles et je me pointe ensuite, je fais regarder. Le hip-hop est en train de devenir... et surtout, ce que le jazz, c'est pareil. C'était le jazz dans les années 20. Ça démarre du monde black et tout d'un coup, ça devient complètement global. Pareil pour le hip-hop. Le hip-hop a plus de 50 ans quand même aujourd'hui. Ouais, OK ? Les gens, demande à un jeune quel âge a le hip-hop, ils vont pas tous te dire 50 balais. Tu vois, Tilkus, au début des années 2000, où ça commence à exploser. Et ça devient global. Donc je me pointe en Suisse, je me dis, écoutez, on va faire une montre avec lui. Et j'ai une idée de fou. Ce qu'on va faire, on va faire une montre avec lui, on va graver au nom des montres, parce qu'il était déjà 10 albums, les titres de ses chansons. Et dans les boîtes, on va mettre un parchemin, donc un truc à la Mozart, tu vois, à l'ancienne, sur lequel la musique et les paroles sont écrites, mais comme à l'époque de Mozart. Donc chaque montre, par définition, va être unique. Le titre de la chanson et le parchemin. Et puis, c'est validé. La Suisse dit, OK, go, mais t'en fais que 100. Et que pour le marché américain. Tu vois, ils se disent, comme ça, au moins, s'ils se plantent. C'est pas nous. C'est pas nous. Mais c'est le problème qu'on a, c'est quand on regarde les titres des chansons, il y a des titres de chansons qu'on peut pas graver sur le dos des montres. 99 cents et le Beach Ain't One, tu vois, le genre de choses. Il y a des mots qui, tu vas pas les graver sur des montres de Audemars Piguet. Donc on se dit, merde, ça marche pas. Et à ce moment-là, je dis, tu sais quoi, on va changer de fusil d'épaule. On va faire un iPod, à l'époque, il y a encore les iPods. Et puis U2 venait de faire un partenariat avec Apple pas longtemps avant. L'iPod, il est noir et rouge. Et puis on va appeler Monsieur Apple. On dit, Monsieur Apple, est-ce qu'on pourrait faire un iPod avec Jay-Z? Refus, hein. D'accord? On fait le truc et on dit, bah, tu sais quoi, on va quand même acheter les iPods et on va les customiser nous-mêmes. C'est quand je parle de la rue, du 3D. Hein. On va nous leur donner des couleurs spéciales qui n'existent pas, parce qu'il faut que les couleurs matchent les couleurs des montres. Parce que les couleurs, il y avait une montre en acier, une montre en or rose et une montre en platine. Donc il faut que les couleurs des iPods matchent les cadrans. OK? On fait les iPods, on met les 10 albums sur les iPods, on met une quote de Jay-Z, une citation de Jay-Z au dos de l'iPod, on met ça dans l'écran, on dit voilà, poum, c'est parti. Et c'est comme ça qu'on lance. Et on lance ça à 9h du matin, un mercredi ou un jeudi, je ne me rappelle plus. Il avait des réseaux sociaux? Ah non, même pas à l'époque. Mais non, il n'y a pas de réseaux sociaux. Il n'y a rien. 2004, 2005. Conférence de presse, à 9h du matin, Four Seasons, 57e rue, à New York. Et moi, je me dis, s'il se pointe en retard, il me tue. Et non seulement il se pointe pas en retard, il se pointe à l'heure, et la conférence de presse, elle est parfaite. Et là, il y a avant et il y a après. À partir de là, le monde change. Ça y est. Là, il y a un vrai changement radical. Là, mais radical. C'est aussi l'époque où Beats va arriver, et tu vois les athlètes qui portent les casques de Dr. Dre, Beats by Dre à l'époque. Et qu'est-ce qu'ils écoutent tous, les athlètes? Jay-Z. Et Jay-Z parle dans ses chansons d'Audemars Piguet. Il l'intègre. Il les met, il les porte, il en parle. Beyoncé. Il fait la pub, c'est un VRP pour toi. De luxe. Mais complètement. Beyoncé, dans sa chanson Upgrade, porte 4 ou 5 montres par bras. Et ça, si j'aurais pas pu le rêver, quoi. C'est impossible. Ouais. Et comme c'est les débuts de Jay et Beyoncé, lui dit porte Audemars Piguet dans la vidéo. Et ça, on ne pourrait jamais refaire ça comme ça aujourd'hui. Tu vois vraiment une différence sur la marque, la notoriété de la marque, en tout cas aux États-Unis au début? En 2 secondes. Vraiment? Ah, mais en 2 secondes. Là, ça change. Et tu vois que tu vends plus? Mais bien sûr. Ça convertit, oui. Bah oui, tout d'un coup, les jeunes, surtout. On rajeunit les gens qui viennent vers la marque. Oui, mais tout le monde ne peut pas se payer une montre à ce prix-là. Oui, mais tu as des gens quand même qui ont un peu d'argent aux États-Unis. Oui, les enfants, donc ont forcément aussi un peu d'argent. Donc ça convertit tout de suite. Ça convertit. Ça a quel impact sur toi, sur ta carrière? Il te met là-bas, le patron, au début, ça a quel impact? J'ai une période où je suis con. Tu sais, avec les célébrités, Arnold, Mohamed Ali, Quincy, Jay, Usher, Naomi Campbell, je suis avec tous, un peu à droite et à gauche. Puis à un moment, tu fais, ça y est, et tu deviens con. Tu te crois arrivé? Rêve américain, tu deviens un peu con. Et puis, il y a un de mes meilleurs potes, qui est toujours mon meilleur pote aujourd'hui d'ailleurs, qui me dit, tu sais que tu es vraiment en train de devenir con. Et en 24 heures, j'ai changé. Première grosse leçon de vie dans ce sens-là. Il dit, t'es vraiment en train de devenir un gros con. En quoi tu changé? C'est pas très palpable. Tu deviens, tu demandes que les choses, tu vois, il y a de la gestuelle, il y a de l'attitude, et comment ça, c'est pas encore arrivé, machin, vous savez qui je suis, enfin, toujours à la con. Nul. Mais il me faut 24 heures. Au moment où lui me dit, t'es en train de vraiment de devenir con, le lendemain, c'est fini.
Les amis d'enfance qu'on écoute toujours. Ouais. Rien à gagner, en fait. Non, puis surtout, c'est... un moment, tu vois pas, puis tu te regardes, un matin dans le miroir, tu fais ça, y est là, non, je ne suis plus la plus belle devant ce miroir, donc non, on arrête. C'est nul. Nul. C'est important, tu parles d'humain, donc on va reparler de ça dans 2 secondes. Et juste, tu as passé une journée aussi avec une autre personne, Bill Clinton. Tu voulais faire quelque chose avec Bill Clinton. Pareil, on te le présente, tu te retrouves là, on parle de rappeurs, de gens, on va dire, de la musique, etc. Et là, c'est politique, pour le coup, un ancien président américain. Qu'est-ce qui se passe quand tu le rencontres? Ah là, d'abord, admiration. Le mec, pour moi, c'est un des plus grands orateurs dont j'ai pu vivre l'expérience. Enfin, j'ai regardé ce mec-là, je l'ai vu, moi, s'exprimer. On s'est croisés plusieurs fois. On n'a pas fait des week-ends ensemble. On s'est croisés plusieurs fois pour préparer le projet. Et puis le projet, il est abracadabrant. On avait une montre à l'époque qui pouvait te donner le lever et le coucher du soleil sur n'importe quel endroit dans le monde. Sauf que les endroits doivent être des villes. Ça peut pas être un truc. J'ai dit, tu sais quoi, on s'en fout. On va mettre lever et coucher du soleil sur la Maison Blanche. Donc la montre, on a fait une 50aine. C'est lever et coucher du soleil. Alors, c'est à Washington. Donc oui, c'est Washington. C'est Washington, mais... Oui, tu l'as nommé Maison... Oui, c'est sur White House, et puis tu as le sceau du président des États-Unis au dos de la montre. Là, t'es tout en haut hein, du truc. Hein. Un président des États-Unis accepte de faire une collab avec Audemars Piguet. Avec l'aigle, là? Ouais, mais bien sûr. Et l'écran de la montre, c'est une maquette de la Maison-Blanche. C'est une réplique de la Maison-Blanche. Donc tu lèves le toit, t'as le truc, t'as la montre qui est posée dedans comme ça sur le truc. Et lui accepte de venir dans la boutique qu'on a pour faire le lancement de la montre. Et de faire une conférence de presse avec nous. Et puis il adore le golf. Donc avant même l'événement, ils disent « Ah, j'ai envie qu'on joue au golf à un moment. » Ben, je dis « On a un événement de golf à Miami, à tel endroit, faut venir nous rejoindre. » Et il nous rejoint, il vient jouer au golf avec nous. Et là, mais attention, il faut savoir en plus que dans les protocoles, l'ex-président des États-Unis est quasiment toujours traité comme un président. Donc tu as de la sécurité, tu as les services secrets, tu as tout ce qui va derrière. Hein. Donc le parcours fermé, tu as des voitures partout qui encerclent le truc à droite et à gauche, tu as de la sécurité, ah oui, de partout. Hein. Et nous, on est en train de jouer avec lui, et le gars, il est juste comme là, maintenant, toi et moi. C'est humain, c'est simple. Et il est d'une gentillesse, d'une bienveillance, il est bien avec tout le monde. Tu vois, quand je parle de ça, le gars, il est là, il se comporte parfaitement bien avec tout le monde. Et puis on va sur ces bureaux de la 125e... ces bureaux sont dans Harlem, à New York, 125e rue. Et puis on doit aller le voir parce qu'il doit shooter une vidéo pour faire la promotion d'une montre spécifique qu'on va vendre en... Il gagne quoi quand tu fais ça? C'est de l'argent? Qu'est-ce qu'il gagne? De l'argent, pas pour sa fondation. Toutes les opérations qu'on a fait avec les gens connus n'ont jamais pris d'argent pour eux. L'argent est toujours parti pour des opérations caritatives. Systématiquement, c'était le deal. Et toi, l'intérêt, c'est juste l'association d'image? Bah oui. Parce que lui, il s'y retrouve parce qu'il prend de l'argent pour la fondation, et moi, je me retrouve en termes de notoriété parce que... Les montres, là, par exemple, tu les donnes? Quand tu fais 50 montres, tu les donnes? Non, elles sont vendues. Oui, ils sont vendus, mais tout l'argent va au truc ou non? Il y a un pourcentage? Alors, pas l'argent de la totalité de la montre. Une grosse partie. Ah oui, comme ça, ouais, vous, ça vous coûte pas non plus... Une fortune. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et à côté, tu fais combien dans les ventes? Tu fais fois 10 aux États-Unis en quelques années? Tu fais fois combien à partir du moment où tu arrives, où c'est pas connu du tout? Non, on n'a pas fait fois 10, mais moi je suis arrivé avec 6 millions de chiffre d'affaires, c'est ce que on faisait quand je suis arrivé. Quand je pars, on fait 150, au bout de 12 ans, de 13 ans. Mais je finis juste un truc, parce que je veux le dire, ça, sur l'histoire de Clinton. C'est donc on se pointe dans ses bureaux, 125e, il doit shooter cette vidéo. Et donc, tout est là, 3 assistantes, le prompteur, machin, puis il attaque. Il n'est pas 3 phases en train de lire, il fait stop, enlevez-moi ça. On enlève. Et le mec, il part, il te fait un speech. J'en parle, j'ai encore des frissons aujourd'hui. Il part sur tout le truc, c'est tout juste, il n'y a pas une seule fois il n'y a pas une seule fois stop, je reprends, c'est pam, stop, machin, allez, envoie, boum, c'est parti. C'est là où j'ai vu le talent et la façon dont le gars pouvait embarquer des foules. Si on te proposait d'être ministre, on voit que la politique, c'est compliqué en ce moment Même en France. Pas en rêve. Quand t'as contacté déjà? Jamais. Tu sais bien gérer une boîte, oui. gérer des budgets? Jamais. Pour une raison très simple. En étant proche d'Arnold, et quand je dis proche, on est toujours copains aujourd'hui. Hein. À un moment, il devient gouverneur de Californie. Donc moi... Il a fait de la politique, Arnold Schwarzenegger. Ah oui, il est devenu gouverneur de... Donc la Californie, c'est tout l'Ouest américain. Donc Los Angeles. En puissance économique, c'est quasiment la 6e puissance mondiale. Si c'était un pays, ça serait la 6e puissance mondiale. Okay, donc, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent. Et puis moi, je dois aller à Los Angeles.
j'atterris. Le premier vol du matin de New York, il part à 6 heures. Donc, il arrive à 9 heures du matin, heure locale Californie. Téléphone sonne. Bonjour, François Benamias. Oui. The governor wants to speak with you. Et puis, il y a un protocole. Tu vois, c'est le gouverneur veut te parler. Donc, OK, d'accord. Puis moi, quand je parle, c'est pas Mr. Governor, c'est Arnold. Arnold, what's up? Il dit, what are you doing in my country? In my state? Il fait, puis pour la faire simple, il me dit, bon, qu'est-ce que tu fais? Je suis occupé, j'ai des rendez-vous. Il fait, t'annules tout. Tu viens me rejoindre, je veux que tu viennes à Sacramento avec moi. Donc demain, tu me retrouves à l'aéroport privé de tel endroit, machin, Van Nuys, on part à Sacramento. Je veux que tu visites le Capitole et je veux qu'on mange ensemble. Arnold, je travaille. Je suis le gouverneur. Tu viens. Ah, bon, OK, alors on y va. Et là, j'ai assisté à une scène qui m'a fait me dire, ne touche jamais à la politique. Ah wow. Je fais la visite du Capitole. Il me dit, tu me retrouves, je suis en train de bosser. Et là, il y a une énorme salle de réunion. Énorme salle de réunion. Il y a peut-être 30 personnes. Ils sont en train de proposer, de travailler sur des nouvelles lois qu'ils veulent faire passer. Les 15 personnes de gauche vont aller contre la loi, les 15 personnes de droite vont aller pour la loi. Et à un moment, il y a 2 lois sur lesquelles ils bossent. La première, c'est ces grosses boîtes de soft drinks, c'est américains qui disent qu'ils veulent commencer à mettre un peu d'alcool dedans, tu vois, du 4-5% d'alcool. Et la loi, c'est, est-ce que c'est considéré comme l'alcool, donc ça doit aller dans les magasins d'alcool, ou est-ce qu'il n'y a pas assez d'alcool, c'est vendu en supermarché. Et la loi va faire ça. Et j'entends toute l'argumentation de ceux qui sont contre, et à la fin de l'argumentation, je fais, ils ont raison, magasin d'alcool. Les autres, le pour. J'écoute l'argumentation, je fais, mais c'est eux qui ont raison. Dans les supermarchés. Et Arnold, il me fait, t'as compris? T'as compris le truc? Donc là, ça marche pas, on sait pas quelle direction prendre, on va les manger, et puis quand je reviens, je vais finir avec eux. Et quand je me suis retrouvé en tête-à-tête avec lui pendant le déjeuner, je lui ai dit, mais c'est injouable, même moi, je ne pourrais pas te prendre une décision par rapport aux arguments que j'ai entendus. Et il me fait, c'est ma vie tous les jours. Et pour la petite histoire, quand il a arrêté, il m'a dit, à ton avis, en pourcentage, combien de choses dans toutes mes années de gouverneur j'ai pu faire passer sur ce que j'ai voulu faire? 6%. En fait, tu as l'impression qu'ils n'ont pas les manettes. Quand on rencontre des politiques, parfois c'est ça, ils te disent, tiens, je ne peux pas faire passer de loi parce qu'au Conseil constitutionnel, ils ne le valident pas. Ça va plus loin que ça. Au final, il n'y a rien qui se passe. T'as regardé la série Baron Noir? Non. C'est une série extraordinaire. Cadmerade, sur Canal+, je crois. Série extraordinaire. Et tu vois que tu as un paquet de jeunes qui débarquent dans la politique, quels que soient les partis. Gauche, droite, je m'en fous. Ils arrivent avec toutes leurs aspirations et toute leur volonté de bien faire. Et ils sont honnêtes. Ils veulent le faire. En moins de 6 mois, tu t'aperçois qu'ils sont obligés de commencer à vendre leur âme, parce que s'ils donnent pas, ils sont pas aidés par l'un ou par l'autre de l'autre parti, eh ben ils peuvent pas faire avancer un truc. Et à la seconde où tu as mis le doigt dedans, t'es mort. Ils ont des bonnes intentions au départ. Tu vas te voir renvoyer la balle. Et quand tu vas renvoyer la balle, contre tes valeurs. Et tu tues le truc. Moi qui suis très black and white, c'est impossible. Donc non, pas de politique. On va parler d'un truc après. C'est un sujet dans le milieu des mondes, mais horloger, c'est les contrefaçons. Il y a des contrefaçons qui sont extrêmement bien faites aujourd'hui, que des personnes portent parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des montres et qu'ils en ont envie quand même, ou des gens qui ont des vraies montres et qui achètent des contrefaçons à porter pour pas, s'ils se font braquer, parce qu'on parlera de ça, c'est un sujet dans l'horlogerie aujourd'hui, porter des fausses montres, etc. Est-ce que tu as déjà vu des contrefaçons extrêmement bien faites? Bien sûr. Mais est-ce que c'est indétectable à l'œil nu pour certaines aujourd'hui? Non. Alors attention. Tu le vois quand même? Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Si je te mets 2 montres, on va le faire dans un instant. Ouais. Je vais te faire venir une contrefaçon. Donc une vraie, une fausse. Une vraie, une fausse. Ouais. Pas forcément neuve ou d'occasion. Enfin, je te dis pas, parce que tu verras. On a eu plusieurs modèles. Il y a quelqu'un qui va nous les présenter. Je vais le laisser gérer. Je ne l'ai pas vu volontairement pour voir la différence. On va essayer de le voir à l'œil nu. Alors attends. Sans numéro de série, hein, bien sûr, parce que tu ne peux pas regarder derrière. Non mais attention. À l'œil nu. Mais il y a vraiment une vraie, une fausse. Il y a vraiment... Ah bah non, parce que là, il prend un piège en disant il y a une vraie, une fausse, alors que c'est 2 fausses. Il y a une vraie, une fausse. Il y a une vraie et une fausse. C'est sûr. Il y a une vraie et une fausse. Mais il me faut mes lunettes. Juste pour parler des contrefaçons, est-ce que c'est un sujet? Comment est-ce que vous luttez contre ça, les horlogers? Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez vraiment du pouvoir quand ça se passe dans d'autres pays? Tu sais, ça se fait parfois en Chine, les contrefaçons. Comment est-ce que vous faites? Alors, première chose, ce n'est pas un monde que tu peux arrêter. Jamais. Il y aura toujours la contrefaçon. Il faut l'accepter quand même. Et quelque part, la contrefaçon, c'est une forme de récompense. T'es copié. Ou alors même la copie.
Mais la contrefaçon, c'est une forme de récompense. Maintenant, est-ce qu'elle vient véritablement impacter le business ou pas? Elle n'a jamais impacté le business chez Audemars Piguet. Donc, même s'il y en a un peu, moyennement ou un peu plus, jamais véritablement, parce que ça, dans notre écosystème, ça s'arrête très très vite. Parce qu'à un moment, tu as un numéro de boîte, un numéro de mouvement, et puis tu vois, tu ne vas pas jusque-là. Donc, il y a plein de façons d'identifier une montre. Et de loin, tu peux te faire planter, même moi, hein, sans problème. De loin, aucun problème. De très très près, c'est plus dur. Ça t'est arrivé de voir des mecs dans la rue, t'es au restaurant, et puis de dire tiens, très belle montre, tu vois que c'est une Audemars, et que le mec te dit ah non, mais c'est une fausse, c'est pas quitté. Il dit ah non, ça c'est une fausse. Oui. Ouais, ça peut arriver, bien sûr. On va faire rentrer, si t'es d'accord, un garçon qui s'appelle Alexandre, qui travaille pour l'atelier des Toquantes, donc des montres. C'est à Paris, dans le 17e. Un voyou, toi, en fait. Pourquoi? Le mec, c'est un voyou, c'est le piège ultime. Pourquoi? S'il m'attrape. Mais tu sais ce que j'adore, là? Je suis reparti dans mon mode compétition. Attends, c'est marrant, on s'en fiche. Mais il me faut mes lunettes. Ça fait même pas que il n'y a pas d'enjeu, c'est juste drôle. Elles sont dans ton bureau. Hein. C'est juste drôle. Ouais, t'inquiète, on va aller chercher. Il a accepté de nous prêter donc, plusieurs montres. Donc c'est lui qui a choisi celle qu'il va amener. Moi, je ne l'ai pas vue. Je sais juste la contrefaçon, forcément. Mais voilà, on va découvrir ensemble. C'est parti. Ça y est, on a fait rentrer Alexandre en plateau. Bienvenue, Alexandre. Salut, Guillaume. L'atelier des Toquantes, du coup, qui est une boutique. Ouais, tout à fait. Nous raconter. Je sais que merci de t'être rendu disponible rapidement. Tu étais content de rencontrer François. Avec plaisir, bien sûr. Oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est à quelle vitesse il court. Pourquoi? Parce que s'il me piège et que je me plante, je suis obligé de le punir. J'ai remarqué que tu avais peur de te planter sur ce jeu. Pas peur. Non, pas peur, mais on va voir. C'est le jeu? Non, mais c'est le jeu. J'adore. C'est un super challenge. Ça va être facile pour toi. Mais attends, il faut que tu saches une chose. C'est que c'est déjà une chose de... Tu parlais tout à l'heure de dire, les mecs n'ont pas vu que c'était une fausse. Dans la boutique, quand je suis rentré, oui. Oui, mais moi, on m'a déjà refusé l'entrée de ma propre boutique, quand même. Donc les mecs... Donc, tu reconnais pas la fausse montre, tu reconnais pas ton vrai boss. On m'a refusé l'entrée de la boutique. Donc il a fallu que quelqu'un du fond de la boutique dise « Laisse-le rentrer, c'est le boss !» Oh pardon. Pourquoi on peut refuser l'entrée d'une boutique? Bah oui. Quand ils sonnent pas, les mecs de sécu, c'est ça? Moi, je t'habille en plus un peu moyen. Tu vois, tu sonnes à la porte, doudoune, bonnet, le truc. Le truc, il dit ouais, machin et tout, il m'a pas reconnu. Et puis, tout d'un coup, les autres voient que c'est moi. Donc, ouverture, le gars s'excuse, mais je dis mais c'est pas grave, on s'en fout, machin. Puis pareil à Los Angeles, hein. Et puis à un moment, le gars, c'est un grand black, machin, devant la porte d'entrée. Il me dit non, vous ne pouvez pas rentrer, monsieur. Je fais, mais comme ça, hein, avec le sourire. Je dis, je crois que vous allez me laisser rentrer. Il fait, pourquoi? Parce que je vous paye tous les mois. Il fait, ah bon? François? Oui. Oh, pardon. Ça peut faire un peu braqueur, je crois. Que vous allez me laisser rentrer. Parce que j'ai une bombe dans le sac. Ça peut faire un peu peur, ça peut faire un peu menace, le truc. T'es venu avec 2 montres. Oui. Et une 3e à ton poignet, je vois qui est très jolie, qui est une Audemars Piguet, non? J'en ai même une 4e, à vrai dire, après. Mais t'es pas là pour vendre? Non, absolument pas. Ah bon, d'accord. C'est une boutique de montres que tu as ou tu fais des réparations? Alors, c'est une horlogerie, au départ. C'est un atelier d'horlogerie qu'on a monté il y a 7 ans maintenant. De quoi? Parce que tu revends des montres d'occasion? Exactement. Oui, absolument. Ouais, d'occasion, on fait beaucoup de vintage, du moderne, voilà. Et en moderne, de la seconde main et du neuf aussi. Magnifique. Et là, tu as une montre ancienne, non? Exactement. Ouais. Quelle année? Bon, début des années 80. Et donc là, c'est pas tout à fait. Alors, c'est reconnaissable au bracelet type Royal Oak. Et en fait, c'est un design de Jacqueline Dimier. Royal Oak, qui est le modèle phare d'Audemars. Le modèle iconique de chez Audemars Piguet. Absolument. Mais ça, attention, cette montre-là, on est d'accord, elle a une pile. Absolument. Voilà, parce que ça, c'est les montres à quartz de l'époque. C'est marrant parce qu'à un moment, ça valait plus 1 centime, ça. Et elles reprennent de la cote. Combien ça vaut aujourd'hui, ça? On est autour de 10 000 euros. Ouais, quand même. Ouais. À l'époque, ça valait même pas 1000. Ah, waouh! J'ai encore pas si longtemps que ça. Ouais, non, c'est top, ça. Et donc, c'est une montre à pile, parce que les montres qui ont des systèmes sans pile, en gros... Ah, tu ne connais donc rien du tout? Je connais rien de rien, je t'ai dit. Rien. Dans les années 80, crise du quartz. Donc, toutes les manufactures, y compris les manufactures suisses, ont été obligées de se mettre au quartz, par peur de la crainte des Japonais qui arrivaient. Et donc, ils ont fait effectivement ce type de pièces. Mais ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir l'attribut du quartz. Elle est en bon état. Quartz. Ah, elle est super bêta. Ouais. Comment on appelle des montres sans pile? Automatiques? Quartz. Ah, pardon, automatique, non, il y a mécanique. Manuel. Et c'est manuel ou automatique. D'accord. Et manuel, c'est quand tu tournes le petit bouton. Ah, donc on passe en cours d'horlogerie maintenant. Ouais, super. Donc il y a automatique, et manuel, c'est quand tu remontes un peu. Absolument, ouais, tout à fait. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, les montres manuelles, il y en a un peu moins, mais parce qu'évidemment, la mode est plus à l'automatique. Et il y a toujours pas mal de quartz.
Mais ouais, non, le quartz, il y a quand même de vrais intérêts à avoir une montre quartz, à commencer par la finesse de boîte, évidemment, qui C'est beaucoup plus fin. n'est pas possible. Ouais, exactement. Tu as ramené 2 montres, Absolument. une vraie, et est-ce qu'on dit une fausse ou une réplique? Je sais pas comment. Bon, non, on peut dire une fausse. Ouais, absolument. Non, Très c'est bien, faux. très bien. On va assumer. Est-ce que, alors, on n'a pas le droit de les toucher, on va les regarder déjà dans un premier temps. Tu vas nous dire si déjà tu arrives à voir la vraie de la fausse. Alors, j'ai évidemment pris le modèle iconique en moderne de la maison. En l'occurrence, une Royal Oak. Je peux les toucher 15500, oui, bien sûr. T'as 2 montres. Laquelle est la vraie, laquelle est la fausse? Bon. Déjà, il faut quelques secondes, Ouais. donc c'est-à-dire que c'est quand même Non, bien non, fait. non, alors Faut là, pas se risquer. Hein. Ah, moi, Là, je non, les non, ai mais pas là, vues, celle-là. normalement- Je les ai pas vues, celle-là. non, mais là, normalement, j'y suis déjà. Mais attends, je vérifie encore un truc. C'est-à-dire que c'est quand même plutôt bien fait, là. Peu importe laquelle c'est plutôt une belle copie. Alors pour moi, la copie, elle est là, Pourquoi? de devant. Ben, le AP là-haut, au-dessus du Audemars Piguet, il est bizarre. Il y a un truc qui me dérange avec la taille des index ici. Ah, maintenant, on va aller regarder le derrière. Ah bah là, Donc c'est rassurant, tu es déjà obligé d'ouvrir et de regarder même le... Après, je pense Le que c'est bracelet. intéressant aussi d'expliquer que là, on peut, et je pense que François-Henri trouvera facilement le vrai du faux, mais parce qu'il y a un élément de comparaison. On a cherché une très bonne copie, pour tout vous dire, pour essayer de trouver, pour voir si on voyait vraiment la différence ou pas. Parce que je voulais parler de la vente de montres. Et en fait, parfois, c'est des arnaques. En fait, ils vous vendent des fausses montres au prix des vraies. Ah, c'est Et terrible. Non, mais laisse tomber, la fausse, c'est celle-là. C'était plus pour amener le sujet. Eh ben, c'est une Absolument. bonne réponse. C'est une bonne réponse. Mais t'as vu, je te l'ai dit vite quand même. Hein. Oui, 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 oui. Je commence à mettre mes propres doutes. Mais tu sais quelles sont les raisons? Non. Mais le AP, là-haut, par rapport à ce AP-là, il est pas bon. Tu vois, le AP ici, il est posé sur quelque chose. Là, il est à même le cadran. Oui. Exactement, là, il est appliqué. Tu vois, là, il est appliqué. Je vous les mets à l'image en gros plan, comme ça vous voyez aussi. D'accord. Ah oui, oui, d'accord. Et regarde la d'accord. façon dont la trotteuse bouge. Là, tu as une trotteuse sur la montre avec le cadran bleu qui bouge sans l'autre, elle a un petit... tu sais, regarde ce qu'elle fait. Ouais, ouais, Un séquençage. Ouais. Elle a un séquençage. c'est très très léger quand même. Hein. T'as vu, c'est quand même Ça m'a très mis un peu de temps. Mais au tout début, première impression, quand j'ai vu le AP à droite, je t'ai dit c'est la bleue. On est Ouais. d'accord? Et encore une fois, là, ça va parce qu'il y a un élément de comparaison. Oui. Mais seul, c'est très très dur. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien se faire accompagner. Parce que parfois, Quand on n'a pas la chance, excusez-moi Guillaume, quand on n'a pas la chance de pouvoir avoir une montre en boutique et que donc on se dirige vers la seconde main, il faut vraiment bien se faire accompagner. il y a combien de fausses montres Mais il y a sur autre le chose, marché c'est ce que c'est l'autre raison? Et là, j'en suis le père spirituel, donc je sais aussi pourquoi. C'est que je déteste quand automatique, c'est écrit sur le cadran. Ouais, bah, je suis d'accord avec Et j'ai fait... Parce que quand c'est une montre automatique, tu le sais, t'as pas besoin que ça soit écrit. C'est comme si tu mets, tu sais, tu mets partout, tu mets sur ta chaussure droite et gauche. Ça sert à rien, automatique, c'est automatique. Donc tu le mets pas. J'ai fait enlever automatique des cadrans. Et quand j'ai vu automatique des cadrans, c'est pas possible. J'ai fait enlever le mot automatique. Pas mal. Merci beaucoup. Attends, juste pour terminer, il a eu chaud et transpire. C'est bon, c'est bravo. Juste pour terminer sur le sujet, comment savoir, quand tu achètes une montre d'occasion, tu veux t'acheter une Audemars ou autre chose, comment savoir que c'est pas une arnaque et que c'est pas une fausse montre qu'on t'a mis dans la boîte de la vraie? Bah, le premier des indicateurs, déjà, c'est la provenance. Il faut vraiment savoir à qui on achète, c'est très important. Un achat entre particuliers sur ce type de pièces, là, on est sur des montants quand même à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je déconseille fortement à tes auditeurs d'acheter ça sur le Bon Coin, par exemple. Donc si tu achètes une montre, tu donnes rendez-vous à la boutique et le monsieur vient vendre à la boutique. Ça, est-ce qu'on peut le faire, ça? Si quelqu'un veut acheter une montre, pour la faire certifier? Non, mais déjà, tu peux parfaitement dire à la personne qui est en train de te vendre la montre, oui, on va aller à la boutique, il y a un numéro de boîte. Voir si c'est une vraie. Attention, le numéro de boîte, ça suffit toujours pas. Hein. Faut aller matcher le numéro de boîte et le numéro de mouvement qu'il y a à l'intérieur. Et alors là, sur les fausses, tu vas choper en 2 secondes. Ça ne matche jamais parce qu'ils n'ont pas accès, eux, Au fichier. au pairing. C'est ton fichier, c'est ta data. Donc là, c'est mort. Parce qu'il faut dire que les deux numéros sont différents. D'accord. Ils sont d'accord. différents, c'est pas du tout la même construction de numéro non plus. Incroyable. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, Ça a Guillaume. montré quelques... Voilà, Est-ce que juste je peux continuer et juste montrer une pièce assez rare de la maison Audemars, toujours? Là, on est toujours dans du vintage, Merci. pièce des années 70, ça, c'est très beau, ça. en or blanc, Ouais, c'est une belle pièce. maille milanaise.
C'est le cadran et le cadran. Zigzag, c'est un truc de malade. Ça veut dire quoi, cadran zigzag? Tu sais que je n'en ai jamais vu. Bah, moi, c'est la première fois que j'en voyais un. 29 ans de maison, j'ai jamais vu cette pièce. Regarde. Le cadran, il est top. Et ça, pourquoi c'est si exceptionnel? Il n'y a pas eu beaucoup? Il y en a eu évidemment très peu. Ah bah là, moi, j'en ai elle est jamais en vu, or blanc. On a la chance que le bracelet n'ait jamais été coupé. Enfin bon, il y a beaucoup d'attributs qui rendent cette pièce vraiment exceptionnelle. Et ça vaut combien une montre comme ça? 8 000 €. On vient de la vendre la semaine dernière. Et le propriétaire l'a pas encore récupéré, donc c'est pour ça que j'ai la chance. Tu fais du teasing en fait, toi. Toi, tu vends un truc que tu peux pas vendre. Tu veux travailler chez Audemars Piguet? Je vous mettrai le lien si vous voulez aller retrouver la boutique d'Alexandre directement dans la description de la vidéo YouTube. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Guillaume. D'être venu pour nous montrer des belles montres. Hein, tu vois, on t'a surpris quand même. C'est bien, d'accord. Allez, mais je suis content. J'ai pris un petit coup de chaud. Voilà, bravo en tout cas d'avoir passé le... Tu es senti un petit peu tendu sur l'apnée. C'est un peu chaud quand même, t'imagines? L'ex-patron d'Audemars Piguet qui s'est pas reconnu une vraie du fausse. Tu deviens CEO, donc PDG de Audemars Piguet. Quand? Là, on parlait de l'explosion en 2005. C'est en quelle année que tu veux... 2012. C'est 2012. Comment tu vas l'apprendre? Je l'apprends parce que le conseil d'administration m'appelle et ils me disent qu'ils veulent me voir au mois d'avril 2012. Et puis il y avait des tensions avec le directeur général de l'époque. Je me dis, tiens, on va voir. Puis ils me convoquent, puis ils me disent, ben voilà, on a pris une décision. On voudrait que tu prennes la direction de la boîte. Mais comme tu n'as aucune connaissance sur la partie industrielle, sur la partie informatique, sur ce genre de choses, on va te démarrer ad intérim. Donc ça veut dire en clair, tu démarres, en remplaçant. Tu te plantes, on te sort. Et je fais OK. Et puis ils me disent à ce moment-là, on va déjà commencer la recherche du remplaçant. Histoire vraie. En confiance. On va déjà commencer là parce que si jamais tu te plantes, il faut qu'on ait la personne qui puisse démarrer vite. Or, au niveau exécutif, tu as des 6 mois à 1 an de dédit. OK, donc on commence. Je fais, ah non. Et là, moi, avec ma culture de l'échec et de la victoire et truc, je dis, hors de question. On va partir du principe que je vais réussir. Parce que si vous cherchez déjà quelqu'un, et que les gens le savent, personne ne va me donner de crédit. Confiance en toi. Vous m'empêchez de diriger la boîte. Ils m'ont dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Donc, ils m'ont laissé de mai 2012 au 31/12/2012 pour faire mes preuves. Ils m'ont confirmé au mois de janvier 2013. Mais donc, je ne suis pas rentré par la grande porte. De toute façon, on te veut, c'est génial, on t'aime, vas-y, roule. Est-ce que tu as fait des erreurs de management que tu as appris? On évolue dans notre vie. Est-ce que tu as fait des erreurs de manager? Oui. Oui, pas des trop grosses, sinon bien sûr. sorti. Mais, non, mais tu vois que tu t'es amélioré d'année en année. C'est intéressant d'avoir les échecs, comme on dit. C'est là où on apprend, en fait. Mais bien sûr. Alors, pour la petite histoire, 3 jours après la prise de direction générale, quand même, hein. Donc, moi, j'avais 80 collaborateurs aux États-Unis. Au moment où j'arrive, j'en ai 1800. Ça, t'as le grand bureau, machin, d'un truc. 3 jours après, j'ai le directeur financier et le directeur de production qui viennent me voir. Les deux viennent me voir et me disent, bon, voilà, François, avant, c'était le boulot de l'autre. Maintenant, il faut que tu nous donnes un truc, toi. On veut commencer à faire des cadrans. On a 2 options. Ou on les fabrique nous-mêmes. Le ticket, c'est à peu près tant. On parle en plusieurs dizaines de millions. Hein. Ou on achète un cadranier. Donc, quelqu'un qui fabrique. On achète un fournisseur. Un mec qui sait faire. Une boîte qui sait faire. Plusieurs dizaines de millions. Dans ma tête, je n'avais jamais engagé la société pour plus de 1 million. Là, on parle en dizaines de millions. Et là, tu sais, tu fais... Je ne montre pas ça comme visage, hein, du tout. Hein. Je fais, donne-moi des arguments pour, toi. Donne-moi des arguments pour, toi. Je fais, vous savez quoi? Non, on est Audemars Piguet, on va faire les cadrans. Donc, on les fait. On ne rachète pas quelqu'un qui les fait, on va apprendre le métier. Il s'est avéré que c'était la bonne décision. Mais je peux dire que quand ils ont quitté le bureau, je fais... J'espère qu'ils ne vont pas m'en mettre comme ça tous les jours, quand même. Parce que c'est chaud. Mais après, il y a des erreurs, mais bien sûr qu'il y a des erreurs. C'est pas une erreur, là. Non, c'est pas une erreur, mais il y a des erreurs. Il y a des erreurs de casting, il y a des erreurs de vitesse, tu sais, par rapport à certaines choses. Moi, je suis un impatient. Donc, des fois, tu vas aller trop vite sur un chemin, tu fais « Oula, merde, je me suis gouré », tac, tu repères en arrière. Mais jamais suffisante pour faire que ça va abîmer la société. Dernière collab, et puis après, on va parler de ton métier actuel et du nouveau projet que tu lances. Et là, je vous la mets à l'image. Tu as fait des collabs avec Marvel. Là, on voit celle avec Spider-Man. Il y en a une autre aussi, là, en violette. Enfin, il y en a plusieurs. C'est en 2023, je crois, qu'ils ont sorti... Alors, 2021, c'est Black Panther. Et 2023, c'est Spider-Man. Ouais, c'est ça, Spider-Man 2023. Ouais. Comment tu vas arriver à dealer avec Marvel? Et je sais que tu y étais allé il y a très longtemps,
au tout début, quand tu es arrivé aux États-Unis et qui t'avait un peu rayonné. Et comment tu vas réussir à prendre la revanche? Alors, la première fois que je rencontre... Parce que Marvel, ils ont des bureaux à New York et à Los Angeles. Et la première fois que je les rencontre dans leur bureau de New York, et on y va un peu pour de décoffrage. Personne nous a appelés, on vient taper à la porte. « Bonjour, monsieur Marvel, on voudrait travailler avec vous. Donc, on voudrait que les montres Audemars Piguet soient dans vos films. » La grosse rigolade, même pas en rêve, loin. En 2010, on est sponsor de l'événement des Tony Awards, qui est en fait l'événement de Broadway qui célèbre chaque année donc les meilleures comédies musicales et les meilleurs spectacles de théâtre autres. Et on est sponsor sur le tapis rouge. Beaucoup de célébrités. Et à un moment, je vois sur le tapis rouge Don Cheadle, donc un des acteurs de Marvel, okay, qui se pointe là. Et ce soir-là, au poignet, lui a une Patek Philippe. Et moi, je le regarde, je le connais pas. Hein. J'ai fait « Nice watch ». Mais pas tout à fait la bonne quand même. Il me fait « Pourquoi ?» Je sais pas ce que tu pourrais porter Audemars Piguet. Il me fait « Je te prends en mot. On se voit demain matin, on va en parler. » Et on devient pote. Il se met à porter Audemars Piguet. Et lui, il est acteur. Lui, c'est un comédien. Ouais, c'est un acteur, et il est acteur Marvel. Et puis, on devient pote, on fait certaines séries télé avec lui. Il joue quoi quand tu dis acteur Marvel? Il joue quel rôle? Bah, c'est le capitaine, là, c'est le commandant dans Iron Man. Enfin, on se perd de vue un peu, on se parle toujours un peu de temps en temps, mais c'est un peu une fois toutes les morts de pape. Et puis, un moment, il m'appelle, nulle part, moi je suis en Espagne, et il me dit « Salut François, comment ça va? On s'est pas parlé depuis longtemps, machin. T'es où? Je suis en Espagne. » Il fait... Et ensuite, il dit « Je rentre à Paris demain, et je reste à l'hôtel La Réserve. » Ok. Il fait « C'est marrant, parce que je suis à La Réserve, et je serai encore là demain. On se voit? » Je fais « Ouais, c'est trop cool. Vas-y, on se voit. » Donc on se voit avec les épouses, et on est là, on prend un café ensemble, un truc, machin, hein. Et il dit « Tu sais, il faut quand même que je te dise un truc. Je rêve depuis des années de bosser avec Marvel, mais on a pris un râteau géant, il fait « Bouge pas. » Hop, boum, 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 boum. Il appelle le CEO de Marvel devant moi. Comme c'est le truc, il fait hey, « J'ai mon copain François, c'est CEO d'Audemars Piguet. » Donc Audemars Piguet, à l'époque, quand je le vois à ce moment-là, on est en 2019. Machin, on est déjà Audemars Piguet là maintenant. Il me dit « Mais il voudrait bien bosser avec Marvel. » Et son pote CEO de Marvel lui dit « Pas de problème, j'organise ça, qui vient en Californie. » Et on l'a fait super courte, mais on arrive. Don Cheadle vient avec moi ce jour-là, et l'avocate qui gère toutes les affaires de Marvel sur les deals, avocat française. Donc top, on sympathise, on voit le truc, et c'est comme ça que ça part. Et vous en vendez beaucoup ou c'est des petites... C'est des séries limitées de 250 pièces. Bah, ça vaut 250 000 la montre. Oh, quand même. Incroyable. Et vous les vendez toutes? Toutes, puis elles valent plus cher que leur prix public, aujourd'hui. Et comment vous choisissez les... Parce que j'imagine qu'il y a plus de demandes, du coup, que de... Comment on choisit les clients? De montres, ouais. Vous choisissez les clients fidèles, les clients oui, connus, bien sûr. Non, mais, clients... bah, c'est un mélange. C'est toujours pareil, c'est un mélange savant. Tu vas garder d'abord un certain montant pour les clients fidèles. Ensuite, pour les gens que tu veux voir être vus avec la montre. Donc des gens du monde du spectacle, de la musique, tout, qui vont vouloir aussi s'acheter Black Panther. Tu en donnes? Donner? Ouais. De quel verbe? Je te donne, de donner? Non, il n'y a pas... Par exemple, Don Cheadle, est-ce que tu en donnes une à l'acteur pour le remercier, tu vois? Oui, tu vois. Oui. Oui, pour le remercier quand même. Oui, bien sûr, oui. Il y a toujours une toute petite part. Jay-Z, tu lui fais pas payer ses montres? Non. Ouais, voilà. Parfois, la stratégie de certaines marques, c'est de donner une casquette. Von Dutch faisait ça à l'époque pour que tout le monde porte des casquettes. Non, mais donner une casquette, c'est une chose. Donner une montre à 250 000, c'en est une autre. Oui, mais la montre ne vaut pas 250 000. C'est pas le problème. C'est du marketing. Ah non, pas du tout. Non. Ah bon? N'oublie pas une chose. Alors là, c'est important la question que tu poses. Ah non, mais oui, parce que pour moi... Nous vendons toutes nos montres. Donc il faut savoir que quand je donne une montre, elle est déduite dans les comptes à son prix public. Parce que c'est une montre sur laquelle je ne ferai pas la marge. J'ai compris. Parce qu'une paire de lunettes, l'autre jour, je parlais à quelqu'un de très haut placé dans une grande marque de lunettes. Il me disait, mais tu sais qu'une lunette, chez nous, le prix de revient, il est à 7 €, c'est vendu 350. En fait, il y a une énorme marge. Est-ce que dans les montres, c'est ça aussi? Ah non, pas non, pas du tout, là, en l'occurrence. D'accord. Non, mais très, très loin. Je te demanderai pas le tarif, on s'en fout. Non, mais c'est très, très loin. Et bon, après, c'est normal qu'il y ait des grosses marges, attention, c'est pas mais loin. 23. Et tu disais que tu étais, pour terminer, tactile et émotif. Tu disais, j'ai deux... Avant, tu disais dans les podcasts, on peut être émotif et être un bon CEO, un bon PDG. On peut être émotif et être fort en affaires. J'espère. Alors, c'est pas... Est-ce qu'on peut? C'est j'espère.
s'il n'y a pas la sensibilité humaine qui peut amener à une émotion de se retrouver... j'ai une histoire que je vais partager qui est assez incroyable, c'est lors de ma tournée d'adieu. Donc en 2023, je suis passé par toutes les filiales. Et si tu m'avais dit avant de partir, autour du monde, quels sont les pays dans lesquels je risque d'être le plus ému, je n'aurais jamais donné l'endroit où ça s'est passé. Jamais. L'endroit où j'ai été touché, mais de manière intense et très forte, comme quasiment jamais, c'était à Taïwan. Et il y a une raison pour ça. Donc moi, quand j'arrive à Taïwan, je dois passer 2-3 jours. Et la veille de l'événement, on a un dîner avec les exécutifs de la boîte. Et les exécutifs de la boîte à Taïwan sont quasiment toutes des femmes. Et je découvre ce soir-là, en parlant de leur vie respective, qu'il y en a une qui a mis des années à se séparer de son mari parce qu'il la battait. Et au Taïwan, tu divorces pas facilement. Je connaissais pas tout ça. Avec un enfant, tu vois, et la femme qui a le doute de dire est-ce que je quitte la maison, c'est quand même son père, enfin tout ce qui va. Et j'apprends que tous les collaborateurs d'Audemars Piguet Taïwan, pendant toutes ces années de galère, lui ont tous proposé un moment de la retirer de sa maison et qu'elle vienne vivre chez eux. Donc tu vois, une espèce de générosité, un truc de malade. Et puis la femme qui est maintenant en paix parce qu'elle n'est plus avec son mari qui lui mettait des raclés et tout, puis il y a une forme de paix. Et puis la deuxième, qui se lâche, et puis en Asie, les gens ne racontent jamais ça. Tu vois, leur vie privée, c'est... je suis le patron, tu vois, il n'y a pas ce genre de partage. Mais elles se sont suffisamment en confiance pour partager. Et la deuxième, c'est une femme qui, lors d'un voyage en Suisse, est tombée amoureuse d'un horloger en Suisse, et puis ils ont fait un enfant ensemble, et puis aujourd'hui, elle a un enfant avec elle à Taïwan. Lui, il est toujours en Suisse, et lui, il ne veut pas aller vivre à Taïwan, et elle accepte de quitter son boulot. C'est la patronne du service après-vente pour donc sacrifier sa carrière pour que son gamin ne vive pas sans son père et retourner en Suisse et elle aura un boulot qui n'aura pas le même niveau. OK ? Donc il y a un sens, une fois de plus, de la générosité, du sacrifice qui me touche. Et le lendemain, on fait un truc où je prends tous les collaborateurs. Donc à Taïwan, tu as une 60aine de personnes. Et puis pendant 1 heure, ils ont le droit de me poser toutes les questions qu'ils veulent. Et ce jour-là, ils ne me posent quasiment aucune question sur le boulot. Ils ne me posent que des questions sur la vie. Leur vie, ma vie, la vie en général. Et il y a cette espèce d'émotion grandissante. Tu vois, sur le truc, c'est en train de prendre. Et puis ensuite, on va aller dîner dans un resto qu'on a booké que pour nous. Et puis on s'installe aux tables diverses à droite et à gauche. Puis il y a un chanteur, une chanteuse avec un keyboard sur le truc. Et puis ça commence à chanter. Et tout d'un coup, il se passe un truc improbable. Chaque collaborateur, les uns après les autres, viennent me voir pour me prendre dans les bras. Tu vois, ça revient. C'est un truc de malade. Il n'y a pas de contact physique. Là-bas, ouais. En Asie. Ouais. Le contact physique n'existe pas, Tu n'as pas de contact avec ton boss, mais c'est même pas concevable. Tu n'as pas de contact avec une femme. Mais c'est encore pire. Et chacun, les uns après les autres, viennent et on se prend dans les bras. Mais on ne se prend pas dans les bras, c'est même pas... c'est 2 secondes. J'ai l'impression d'avoir mes enfants. J'ai l'impression d'avoir mes enfants dans les bras. Je prends une tarte émotionnelle, mais de fou. Tu vois, je reparle, ça revient tout de suite, mais un truc de fou. Et ça ne s'arrête plus. Je rentre à l'hôtel le soir, je suis en train de chialer dans la voiture, j'explique ça à mon épouse, je chiale comme une madeleine, ils m'ont attrapé, mais comme jamais. Si tu m'avais dit avant de partir à Taïwan, c'est là où tu vas choper la plus grosse émotion, je t'aurais dit, mais c'est même pas possible. Souvenir extraordinaire. Et si un patron n'est pas capable d'aller jusque-là, bah pour moi, il manque un truc. C'est une des plus belles expériences humaines de toute ma carrière. Tu vois, même d'en parler, j'ai encore cette émotion, c'est que c'est inscrit. C'est les 5 plus belles minutes de ta vie de PDG ? C'est pas les 5 plus belles minutes, parce qu'il y a eu tellement de choses. Mais c'est spécial. C'est celle qui te redonne les larmes aux yeux des années plus tard. Ouais, parce que c'est ça, en fait, la vie. C'est ça. T'as vachement évolué physiquement. Aussi, on parle d'évolution, mais j'ai une photo de toi, je
vous la mets à l'image, à côté de Jay-Z. En costume, c'était l'époque où tu disais... On était tous en costume, même lui, tu vois. Même lui était en costume. Ce jour-là, pour la conférence de presse, il est en costume. Même lui était en costume. Après, on te voit encore différent, etc. Machin. Est-ce que le succès, le fait d'être heureux et épanoui rend beau? Alors, pas du tout, parce que si tu vois une photo de moi à la fin de ma carrière chez AP en 2017, je fais 117 kilos, j'ai le visage bouffi comme ça, tu vois plus les yeux, c'est une catastrophe. Mais et je suis épuisé. Donc oublie que je sois beau. C'est peut-être le moment où je suis le moins ou le plus moche. C'est une horreur. Je ne peux même pas dire moins beau, mais non, plus moche. C'est une horreur. Je m'aime pas du tout. J'ai revu les photos il n'y a pas longtemps. Je me déteste. Non, mais je suis au bout de ma vie. Et d'ailleurs, à ce titre-là, il y a quand même un truc qu'il faut que je raconte. C'est en 2022. C'est l'année des 50 ans de la Royal Oak. C'est l'année où on passe la barre des 2 milliards. Tu vois, il y a beaucoup. Et toutes les cases du succès sont cochées. Toutes. Tout est là. Le chiffre, l'ambiance, les clients qui nous adorent, on vend tout, on star, enfin machin, c'est extraordinaire. Tu marches sur l'eau, quoi. Et c'est la période où je commence à être super triste. Parce que je vois un espèce de truc tout sournois qui est en train de se pointer à l'horizon, et tu vois que tous les nouveaux venus, c'est le post-Covid, on a dû engager beaucoup de monde, qui n'ont pas eu le temps de s'approprier la culture d'AP, ils débarquent dans l'équipe, et les mecs, c'est déjà des stars. Je dis, mais t'as pas encore mis un but, tu viens d'être signé par le Real Madrid, tu joues encore en 3e division et tu te comportes comme si t'étais Mbappé. Mais t'es un fou, toi. Et puis c'est vicieux, hein. Et ça va un peu là. Puis ils ont des attitudes par rapport aux gens qui sont là, qui eux ont construit le succès pendant des années et des années. T'as envie de leur dire, mais oh, calme. Et ça m'impacte. Parce que j'ai mes... Tu sais, une fois de plus, c'est papa ours. J'ai mes enfants qui ont tout fait, avec qui on a vécu toutes ces galères, qu'on crée cette espèce de truc sublimissime, et les nouveaux qui disent c'est à nous. Non, c'est pas à toi. Calme-toi. Et donc ça commence à glisser. Dernière question, on parlait de ton départ et de ton nouveau business. Comment vous faites pour enrayer? Il y a beaucoup de vols à l'arraché de montres de luxe. Il y a eu pas mal de homejacking, même d'assassinats pour des montres. Il y a eu pas mal de choses. Comment vous faites pour essayer de limiter ça ou de rassurer des clients qui peuvent encore acheter des montres, même dans des pays, même en France? Aujourd'hui, c'est risqué de marcher avec une montre. Toi, je sais que tu exposes pas du tout ta vie sur les réseaux sociaux. Pourquoi d'ailleurs? Tiens, puis on va revenir sur le sujet. C'est volontaire de pas trop te mettre sur les réseaux sociaux? Ah mais oui, parce que je ne veux pas. C'est hors de question. En plus, c'est dangereux. La preuve. Tu deviens une cible. Pour moi, la plus grande bourde, et ce qui a commencé à vraiment provoquer ces attaques à droite et à gauche, c'est que les gens exposent leur richesse à tout le monde. Parce que, et puis avec l'évolution du monde des 20 dernières années, ce qui va nous amener à mon futur business. Hein, parce que plus tu crées de distance entre la richesse et la pauvreté, c'est Churchill qui disait, c'est quoi la différence entre l'humanité et la sauvagerie? C'est 9 repas. À un moment, si tu ne peux pas nourrir ta famille pendant 9 repas, tu vas aller dézinguer le voisin. Hein. Bah, c'est un peu ça. Et qu'à un moment, si tu dis... Attends, parce qu'avant, le rêve américain, c'était quoi? Par rapport au rêve français, tu sais, tu vois un mec avec une Ferrari, tu fais un jour, ça sera moi. Ça, c'est le rêve américain. En France, tu as une Ferrari, tu mets un coup de clé dessus. Ouais, il est trop riche et ça devrait être pour moi. C'est ça un peu la différence. Mais un jour, le rêve américain, ça donnait quoi? Sur les réseaux, les mecs se sont exposés à s'asperger des bouteilles de champagne à 25, 50, 100 000 à Saint-Tropez, en disant à quel prix étaient les bouteilles de champagne. Et puis le mec qui n'arrive pas à nourrir sa famille, ou qui est pompier, ou flic, ou infirmière, ou machin, ou un truc sur le qui fait « Attends, il passe 2 ans de salaire, là, sur la tête ?» T'imagines? Et là, tu fais « Ouh !» Et là, tu crées plus de l'envie, tu crées du ressentiment. À juste titre, d'ailleurs. Et là, tu bascules du côté obscur de la force, avec tout ce qui se passe derrière. Donc la raison pour laquelle je ne suis pas sur les os, c'est ça, la première. La deuxième, je n'ai pas besoin d'être surexposé non plus. À un moment, moi, j'aime bien être tranquille. OK? Et puis, cette histoire d'attaque, quand tu disais comment tu fais, tu peux rien faire quand tu es la marque. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a pas des systèmes de fausses montres ou de l'heure à donner? Attends. Si... Ou d'assurance? Non, mais si tu dis, j'enlève ma vraie et je mets une fausse, comme ça, je me fais pas attaquer dans la rue, là, il faut que tu t'allonges et que tu me parles de ton enfance. Non, comme ça, si tu te fais attaquer, tu donnes pas la vraie, quoi. Mais oublie, tu peux te faire massacrer pour la fausse. Non, enlève la montre de ton poignet. Alors, à un moment, oui, on a quand même créé un truc, c'était l'histoire de l'assurance. De dire, OK, si vous avez un problème, et on a démarré ça en 2022,
on vous vend une montre en 2022, votre montre va être couverte par nous, à nos frais, pendant 2 ans. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Tu remplaces la montre? On remplace. Sans, Rien. Pas de discussion, pas de question, rien. Donc ça a donné en fait une garantie de sécurité du bien. Pas de sécurité de la personne. Mais une des sociétés que je vais construire demain, c'est une réponse à ça. Alors, justement, tu vas quitter ton poste en quelle année tu vas partir de Audemars Piguet? En décembre 2023. Décembre 2023. Est-ce que c'est important aussi de faire rêver? Est-ce que tu as pu te faire un cadeau? Tu disais que tu venais pas d'une famille avec beaucoup d'argent. Est-ce que toi qui réussis dans les affaires, tu as pu te faire un plaisir dont tu rêvais, pas forcément extrêmement cher, mais un truc dont tu rêvais depuis toujours, tu as pu te payer? Oui, du temps. Je venais de donner mon temps à cette société en étant quasiment 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc la première chose que je me suis offert, c'est du temps. J'étais explosé. Je te dis que j'étais obèse, énorme, fatigué, épuisé, tout. Épuisé. Donc je me suis offert du temps. Et puis le vrai cadeau matériel, c'est que j'ai toujours rêvé de construire une maison dans ma vie. J'ai toujours acheté des maisons ou loué des maisons, mais jamais construit ma maison. Ben là, je suis en train de construire ma maison. Quand tu dis que tu as pris du temps, pardon, ça veut dire quoi? T'as rien foutu pendant 6 mois? Rien foutu, c'est impossible. Non, rien foutu. Ça peut être agréable, hein, quand tu as passé 20 ans à bosser. Non, impossible. Pour te dire, quand le Covid est arrivé et qu'on était enfermés, mais on était enfermés en Suisse, mais on avait quand même le droit de sortir de la maison. J'ai retourné la totalité du jardin pour enlever les mini-cailloux, parce que je voulais que la terre soit parfaite. Tu vois, il fallait que je m'occupe. Non, il faut que puis moi qui adore ranger, il fallait que je m'occupe. Donc j'ai cette phobie de l'ordre. Donc j'ai fait ça. Mais non, j'ai bossé tout de suite. D'ailleurs, j'ai fait une connerie en faisant ça, parce que je suis parti comme une balle quand même. Parce que j'étais tellement sûr de ce que je voulais faire, je voulais que ça démarre le lendemain matin. Donc j'ai pris du temps, mais je suis allé quand même trop vite sur ce que je voulais construire. Et puis à un moment, j'ai dit, ça va plus. On arrive en mai 2024, et mon coach me dit, bon, tu sais quoi, on plie les Gaules, on va aller à Sainte-Maxime, à pied et à vélo. Il y a 600 bornes. Et là, l'expérience extraordinaire. J'ai dormi dans des hôtels dans lesquels le prix de la chambre était le prix du coca dans le mini-bar des hôtels dans lesquels je descendais. Parce que tu te balades dans la pampa au milieu de rien, la chambre, elle est à 29 €. Tu vois, un truc comme ça, quand même. Un truc improbable. J'ai adoré cette expérience. On était donc 10 heures par jour dehors. T'es parti avec un seul pote? Avec un pote, avec un accompagnement, quand même. Hein. Il y a une voiture qui était là, machin, quand même. Ah oui, on ne part pas au sac à dos. Hein. Moi, tu me mets quand même dans un hôtel. Tu ne fais pas dormir dans la forêt. C'est le mec qui t'a dit que t'avais pris la grosse tête à un moment donné? Non, pas du tout. Pas ton meilleur pote d'enfance? Non. Et ça a été extraordinaire. Extraordinaire. J'ai adoré. Je referai d'ailleurs. Et après, donc tu as réfléchi, rapidement, finalement? Mois de juin, et là, les choses commencent à s'aligner. Et puis, on finit 24. Et puis, on arrive 25. Mon non-compete, parce que j'avais une interdiction de travailler dans l'horlogerie pendant 18 mois, il s'arrête le 30 juin 2025. Une clause de compétition. Et puis voilà, donc depuis, j'ai retrouvé ma liberté. Qu'est-ce que tu as lancé 2 jours avant le tournage, d'ailleurs, donc on tourne là, j'ai vu que tu avais mis quelque chose. Qu'est-ce que c'est exactement et qu'est-ce que tu lances? Alors, j'ai lancé un projet qui a démarré en 2017, quand j'ai fait la rencontre d'un gars extraordinaire qui s'appelle Brunello Cucinelli, donc qui a créé sa marque de mode, qui porte le même nom. Et en 2017, je suis allé le rencontrer à Solomeo, donc c'est un petit village en Italie à côté de Pérouse. Et les 48 heures ont été une révélation pour moi. Mais c'est comme un calling, hein. C'est du divin. Hein. Je dis, c'est ça que je vais faire. Et donc j'ai lancé il y a 2 jours un groupe qui va s'appeler The Honorable Merchants Group, le groupe des marchands honorables. Alors les marchands honorables, ça part du XIIe et XIIIe siècle en Italie et en Allemagne. C'est un titre honorifique que tu pouvais obtenir à l'époque quand tu faisais du bien autour de toi dans le domaine du boulot. Ça voulait dire quoi? D'abord, tu prends soin des gens qui travaillent avec toi et pour toi. La deuxième chose, c'est sur la philosophie d'un arbre qui ne pousse pas jusqu'au ciel. Donc, à un moment, c'est assez. Tu sais, tu ne cherches pas l'extra chiffre. Tu t'arrêtes à un niveau où l'équilibre est juste. Et puis, ce titre a disparu au XVIe, XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, XXe siècle. Et puis, quand j'ai rencontré Brunello Cucinelli, quelques semaines avant, pendant la Fashion Week de Milan, un institut allemand venait de le faire un coup de revival du titre et lui donner à nouveau un titre honorifique pour la façon dont lui gère son business. Alors, 2-3 exemples pour comprendre la philosophie.
tu vas là-bas, il n'y a pas un meuble, il y a 800 personnes qui bossent maintenant, peut-être plus, qui fait plus de 1,20 m dans toute l'usine. Pour quelle raison? Je sais pas. Essaye de trouver. Pas un meuf fait plus de 1,20 m. Je peux pas savoir. Parce qu'il veut que tous les gens qui bossent puissent regarder dehors. Parce qu'il y a des fenêtres partout sur les extérieurs. La région, elle est magnifique. Il est en bas d'une vallée. Il veut que tous les gens puissent regarder dehors. Donc il a un sens très aigu de la beauté, de la nature, et donc il veut que les gens puissent en jouir. À midi, les lumières s'éteignent. Partout. Les machines s'arrêtent. Pour quelle raison? La pause de midi est une pause obligatoire de 1h30. Et c'est pas une cafétéria, c'est un endroit où les tables, c'est 8 à 10 personnes à chaque fois. C'est pas des tables de 2. Okay, donc c'est 8 ou 10. On mange ensemble, quoi. On mange ensemble, et c'est des papas et des mamas à l'italienne qui t'amènent les plats sur la table comme si tu mangeais à la maison. Ok? Et il veut 1h30, pourquoi? Parce qu'il dit, prends 45 minutes pour manger, puis ensuite tu vas aller faire du sport. Il a ouvert une bibliothèque pour ses collaborateurs. Tu vas aller fumer une clope, fais ce que tu veux, prends du temps. Ensuite tu reviens bosser. Il interdit les emails après 18h. Il n'y a pas d'email après 18h, et surtout interdit le week-end. Les gens doivent avoir une vie. Et puis plein de choses comme ça. Et moi, je dis dans ma tête, mais c'est tellement ça que j'ai envie de faire. Je veux mettre ça en place. Et donc, le groupe s'appelle, le nom n'était pas déposé, de Marchands Honorables. Donc, le groupe des Marchands Honorables. Donc, c'est ce qu'on a lancé. 7 verticales, horlogerie, bijouterie, art, service, lifestyle, management sportif. On pourra venir là-dessus. Et il m'en manque. Et j'ai dit mode? Non. Mode. Voilà. Mais c'est-à-dire que tu veux faire quoi? Alors, gros, il y a des 5 verticales. grands axes de façon de fonctionner. 1, un arbre ne pousse pas jusqu'au ciel. Ça veut dire, je ne crois pas à la croissance éternelle. Donc, si une boîte fait 20 millions, et là, comme potentiel 100 millions dans le moteur, on l'emmènera à 100 millions. Mais on l'emmènera à 100 millions dans le temps qu'il faut pour l'emmener à 100 millions de manière qualitative, sans abîmer son âme, sans abîmer son ADN, sans en abîmer le bien-être des collaborateurs. OK? Ça prendra le temps que ça prendra. On s'en fout. La deuxième chose, c'est je ne veux plus jamais laisser quelqu'un sur le trottoir de la croissance de valeur. Ça veut dire quoi? Quel que soit le niveau dans l'organisation, s'il y a profit, une partie des profits doivent être partagés sur l'ensemble des personnes. Et je vais encore plus loin que ça. Si un jour la boîte devait être vendue, imagine qu'on ait acheté une boîte avec une valorisation à 100 millions, demain la boîte vaut 400 millions, sur la croissance de valeur, un pourcentage de cette somme-là sera donné à l'ensemble des collaborateurs. La troisième chose, c'est équilibre. Professionnel, privé. Dans les grosses organisations aujourd'hui, on dit souvent que, quand tu demandes aux collaborateurs, ils disent combien de temps vous estimez perdre par semaine, de par les inefficiences, l'emailing aigu, les trucs. En général, c'est 20%. On dit toujours 20%. L'emailing, c'est faire des mails pour rien. Et surtout les emails du vendredi. Tu sais, bon week-end, ouais, merci. Toi aussi, oui, merci, toi aussi, bonsoir, au revoir. Non, mais il faut arrêter avec ces conneries. Des fois, les gens s'écrivent des emails alors que leurs bureaux sont l'un à côté de l'autre. Parce que dans l'email aigu, tu as aussi le côté, j'ai envoyé l'email. Je me couvre. C'est fait. En plus, j'ai la trace. Je lui ai dit, démerde-toi. Vachement intéressant, bienveillant, ça, comme concept. Tu vois-t-il que, ils annoncent le chiffre de 20% de temps perdu. 20%, c'est un jour. Par semaine. Et si un jour, la vraie semaine de travail, c'était 4 jours et qu'il y avait 3 jours de week-end? Ça, c'est un rêve. Je ne sais pas quand est-ce que je vais y arriver, mais c'est un rêve. Le quatrième truc, c'est, on dit, j'ai entendu trop de fois, le savoir, c'est le pouvoir. Le savoir, c'est le pouvoir. J'exècre cette phrase. Le savoir, c'est le devoir pour moi. Si tu as la chance d'avoir du savoir qu'il t'ait été donné par quelqu'un d'autre ou que tu l'aies acquis tout seul, tu dois le partager. C'est impératif. Et tu as trop d'organisations dans lesquelles, non, le savoir, il est protégé, il est même coincé parce que les gens veulent le pouvoir. C'est nul de chez nul. Ça ne veut pas dire que c'est des organisations à l'horizontale. Hein. À un moment, quelqu'un doit toujours décider. Il faut décider. Mais laisse les gens parler. Et puis, c'est pas parce que tu es exécutif que tu es forcément plus intelligent que celui qui est en bas de l'échelle dans l'organisation. Moi, je dis toujours, on m'a demandé dans des interviews avant de quitter Audemars Piguet, quel conseil tu donnerais à la personne qui va te suivre? Et je lui ai dit, écoute les gens qui font, pas les gens qui parlent. Écoute les gens qui font.
c'est eux qu'il faut écouter. Mais donc, tu fais cette verticale, c'est-à-dire quoi? Tu vas ouvrir une boîte d'horlogerie, une boîte de... Qu'est-ce que tu vas faire concrètement? Alors, il y a 2 boîtes concrètes toutes pièces. Donc, on a compris le principe, enfin, l'idée mentale quand tu es dans la 2 boîtes, on les crée de toutes pièces et les 5 autres, c'est des acquisitions. Donc, on achète des sociétés existantes. Dans les 2 boîtes concrètes toutes pièces, il y en a une qui va répondre au problème de ton attaque et des montres et des machins. C'est qu'on va créer un espèce de service autour de gens qui collectionnent les montres, les bijoux, l'art et le vin, mais surtout montres et bijoux pour commencer. Ou typiquement, s'il y a une grande collection de montres, ta collection aujourd'hui, elle peut être dans 2 ou 3 maisons ou dans un coffre-fort à la banque, mais tu n'en as pas l'usufruit et la jouissance 24 heures sur 24. Nous, on va te donner cette jouissance, mais on va faire beaucoup plus que ça. On va te donner une librairie, une data sur tes montres que tu n'as jamais vues, nulle part. J'en parle à connaissance de cause parce que ça part d'une frustration personnelle de ne pas avoir ce que je recherche. Des services de livraison gratuits à n'importe quel moment de la montre, de ta collection, dans n'importe quel endroit. Imagine concrètement, imagine que là, en quittant le studio aujourd'hui, tu dois partir à l'aéroport. Quelqu'un va venir prendre la montre à ton poignet et va donner la montre que tu veux. Et ça, c'est gratuit. C'est compris dans le fee annuel que tu vas payer. Ah, tu payes un abonnement? Tu payes un abonnement. Où tu peux porter toutes les montres? Oui. La deuxième chose, c'est qu'on va baisser ton niveau d'assurance de par la taille qu'on va représenter avec le nombre de clients. La troisième chose, c'est que si à un moment, quand tu as des grandes collections de quelque chose, quand tu redécouvres ce que tu as, tu dis toujours, en fait, celle-là, j'en veux plus. On ne sera jamais un marketplace, mais on va t'aider à les vendre si tu veux qu'on fasse ça, sans prendre de commission. C'est un service. Le niveau 4, c'est quand tu sors de ton pays, mais tu veux un service. Imagine, tu vis à Paris et tu veux amener ton épouse à la Scala à Milan pour voir un opéra, tu vas avoir les montres à l'opéra, mais tu veux rentrer à pied à l'hôtel, parce que c'est romantique. On va avoir des gens qui t'attendent à la sortie de la Scala à Milan, prendre les montres à ton poignet, tu vas pouvoir rentrer à pied, parce que Milan, c'est pas moins dangereux que Paris. Et puis ensuite, le lendemain matin, ils vont te ramener les montres à l'hôtel et tu pourras partir sur ta prochaine destination. Et le niveau 5, un niveau que j'adore, collection de montres, de bijoux, de peinture, ou d'art, ou de vin. Ce sont des collections d'assets qui sont morts, excepté dans 2 cas de figure. Tu portes ta montre, tu portes tes bijoux, tu regardes ton art sur un mur, ou tu bois ton pinard. Ou si, éventuellement, ils prennent de la valeur. Le reste du temps, ce sont des piles de cash qui dorment dans le noir. Je vais te prêter de l'argent contre tes collections. Donc imagine, tu as une collection qui vaut beaucoup d'argent, on va te prêter peut-être jusqu'à la moitié de la valeur de ta collection. Tout d'un coup, ta collection, elle est vivante. Mais la bonne nouvelle, c'est que je ne vais jamais te laisser sortir des coffres plus que ce que tu me dois. Mais au niveau d'une montre, c'est-à-dire que tu peux continuer à jouir de toutes tes montres. Mais maintenant, j'ai rendu ton bien vivant. Tu peux emprunter de l'argent. Et si on sait qu'aujourd'hui, à la banque, tu peux générer, en étant à peu près tranquille, 5 à 6% de rendement par an, que moi, je te prête de l'argent à 2,5 ou à 3, bah, tu sais que tu peux aller battre le marché et tout d'un coup te faire plaisir. Mais donc, tu peux aussi louer tes montres, en gros? Ah non, les louer, non. Alors, on va pas louer les montres. Tes montres restent tes montres. On fait rien avec. Non, pas du tout. Ça, on va pas faire. Mais tu vas prêter de l'argent en échange? Oui. Un prêteur sur gage? Oui. Comme à l'époque? Oui. Mais ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui, sauf que si tu vas dans un magasin spécialisé, puis ils vont te mettre des intérêts à 17% par mois. Non, non, on va pas du tout faire ça, là. On a les montres chez nous, en quantité. Donc ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est l'horlogerie. Et l'autre, c'est quoi? Non, c'est pas l'horlogerie, ça, c'est les services. Pardon, ça c'est s'appelle services. Avalon. Ça, c'est les services. L'autre qu'on a lancé il y a 2 jours, c'est Viala, c'est une marque de vélo électrique. Mais de très, très, très haut niveau. On va partir en innovation. On bosse aujourd'hui avec des astrophysiciens. On bosse avec des gens de l'automobile et pas des gens du vélo. Mais j'en dis pas plus. Affaire à suivre. Bon, je mettrai le lien. T'as un site pour tout ça? Bien sûr, The Honorable Merchants Group. Bon, je mettrai le lien dans la description si vous voulez aller voir comme ça dans quelques temps. Et du coup, tu vas rajouter des trucs au fur et à mesure? Alors, dans l'année? Alors, à mon avis, dans les 12 mois qui viennent, on aura fini de remplir nos 7 verticales. Mais on a créé une 8e verticale qu'on a annoncée devant les gens. C'est la verticale de la population. On a proposé aux gens de dire, on va faire un concours. Si vous avez 18 ans, 25 ans, 50 ans, vous avez une idée de business, vous avez déjà un business, et que vous voulez qu'on vous aide à le faire grandir, on fait un concours, on va en sélectionner 5, 6 ou une dizaine. On va vous accompagner, pas financièrement parlant. Nous ne serons pas des business angels. On va vous accompagner pour vous faire bénéficier de tout ce qu'on sait faire, de nos connexions, de notre côté mondial, des accès qu'on a à droite et à gauche. Et si vous faites un bon boulot et que vous respectez les valeurs des marchands honorables, vous pourrez rejoindre le groupe. Imagine une 2e division en foot.
Tu finis premier de ta deuxième division, tu rejoins le groupe des marchands honorables. Tu viens jouer avec nous. Je mettrai le lien dans la description. Si vous nous écoutez en podcast audio, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Podcast, il y a la description. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien, comme ça je vous mettrai tout ça. Merci de faire de Légende le premier podcast de France chaque semaine. Merci d'être là de plus en plus nombreux tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende pour voir des interviews ou des documentaires qu'on vous met. Et donc dans la description directement sous YouTube, vous n'avez qu'à cliquer et puis vous aurez comme ça le site. Merci François d'être venu nous raconter ton parcours qui est très complet et excuse-moi pour l'happening qui t'a un peu surpris. Bon, en tout cas, tu l'as passé haut la main, donc il n'y a pas de sujet. Mais c'est bien, on a pu comprendre en tout cas ton parcours complet. Et bon courage pour la suite, pour ce groupe. Et puis merci pour l'opportunité, c'est vraiment cool. Merci à vous tous, les amis. Merci à toute l'équipe d'avoir préparé l'émission avec moi. On se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.